Bienvenue dans l'Abreuvoir, le podcast qui vous abreuve de culture. Retrouvez-nous toutes les 2 semaines pour nous entendre débattre de cinéma, musique et de tout plein de sujets intéressants. N'hésitez pas à vous abonner et retrouvez-nous sur toutes les plateformes de streaming. YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Bonne écoute. Salut les gars, Salut. comment allez-vous? Bien, très bien. Toi Clément, qu'est-ce que Ouais. t'as fait ces derniers temps? Et ben, ces derniers temps, comme d'hab, des films, de la musique. Enfin, regardez et écoutez. Hein. Et ce matin d'ailleurs, un film en particulier dont on va parler après. Ah, comme ça tu te mets déjà dans le jus, tu vois, Ouais, alors, dès le le matin, matin. tu vois, alors sur ce que tu vas parler. Ouais, c'est pas mal, regarder un petit film le matin. On voit la vie différemment. Ouais, surtout avec des miel pop, c'est tout, tu vois. Ouais, carrément. Eh ben, quel teasing, quel teasing, bah ouais. quel teasing. Eh ben, écoute, Et toi, Samy, moi je vais super bien, franchement en pleine forme, du coup très content de vous voir pour le podcast et Absolument. ravi de vous avoir autour de cette table. Bah, très écoute, content. Et puis bien sûr, pour accompagner, Exactement. on va dire, l'homme de l'ombre, Gabriel, et qui est la Gabance. la Gabance, Jean Gabin. Ah, et franchement, plus de flow que lui, tu vois, alors. Exactement. Déjà, il est pas mort. tu MC vois, alors. Gabin, j'allais dire aussi carrément. Bah, en tout cas, je présume que tu vas bien. Moi, je te donne le micro, comme ça, au moins, les gens, ça les intéresse. Bah ouais, je veux bien, ouais, merci. C'est tout? Bah ouais, hein, ça C'est bref, c'est concis, c'est intense. Voilà. Ouais. On pas venu ici pour parler de moi là, on a une star, les gars, il faut parler. Ah, oui. punaise, bah oui, mais déjà avant de faire la star, ou en tout cas de parler de la star, à la vôtre, Un à l'abreuvoir. À la vôtre. Voilà. On va s'abreuver de culture, hein, comme Un on coup. le connaît Exactement. déjà. Bah écoutez, bon bah du coup, aujourd'hui, eh ben on va parler quand même d'un réal, pas n'importe lequel, hein. Quelqu'un qui a quand même marqué l'histoire quand même du cinéma, tu vois, à sa manière. Alors, bon, je vois la main un peu palpiter, tu vois, alors Alors- il a Parkinson, Clément, soit il est... Là, on dira il nous fait après. Michael J. Fox, il nous fait voilà, ça y est. Non, en fait, pour contextualiser un peu, on avait un débat parce qu'on parlait de ce réel juste avant. Et en fait, entre du coup Clément et Adrien, il y avait une petite question justement de savoir, en gros, finalement, à quel point il avait marqué l'histoire du cinéma. Mais on y viendra plus tard, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Ouais, bon bah écoute, bah, peut-être que ce sera même notre conclusion, Clément. Ouais, c'est une petite thématique pour en parler. Ouais, tranquillement. Pour introduire Terry Gilliam, parce que bah en fait on parle de lui depuis tout à l'heure, hein, au cas où vous aurez pas Mhm. compris. C'est vrai qu'on Le l'avait pas dit. Terry. Oui, c'est vrai qu'en fait c'était même C'était pas un compris. mystère, c'était un mystère. No spoil, no spoil. Suspense. L'américain le plus anglais, du coup, en fait, qu'on peut trouver sur la planète Terre. De Ouais. fou. De fou. Ouais. De fou. Et surtout, bah là, j'ai en face de moi un petit papier qui retrace un peu son Mhm. parcours, voilà, sa petite biographie. Bah, est-ce que ça vous intéresse de savoir d'où il vient Carrément, et carrément. qu'est-ce qu'il a fait avant de réaliser justement Mais quelques films et Bien tout. Carrément, sûr, carrément. on veut tout savoir. Dis-nous tout. Et bah, let's go. Donc du coup, Terry Gilliam est né le 22 novembre 40 à Minneapolis, hein, 1940, hein, je précise. Au cas où. Il est pas très jeune, voilà. Il a été un temps, hein, voilà. Eh, comme franchement, tout sur le les monde. photos, ça va. Hein. Il fait, Ouais, il fait il est vieux, bien, mais il est c'est bien. quand même un vieux bien Ouais, conservé, ouais. quoi. Bon, on va dire que c'est la passion qui le fait Voilà. bien vieillir, Ouais, tu il vois. le maintient Alors, en vie. Mais du coup, bon, en vrai, j'ai pas trouvé grand chose sur sa jeunesse, hein. Apparemment, ça devait être chill, tu vois. Genre, je sais qu'il a Mhm. aussi une sœur, un frère, quelque chose comme ça. Et puis, bah, du coup, quand il commence à devenir adolescent, il part à Los Angeles et fait une diplômée de sciences politiques à l'Occidental College en 1962. Ah ouais. Et les années 60, le tout début des années 60, donc on peut dire qu'il est un peu dans le vent, hein, le Terry Gilliam, hein. Il est là, tu vois, alors il y a université, hop hop hop, mais bien sûr il fait sciences politiques, mais il s'illustre surtout dans son activité secondaire qui est la caricature. Ah, Et le là- dessin, du coup, tout ce qui est un peu caricature de dessin, c'est ça hein Ah ouais, non mais totalement, Ouais, ok. c'est-à-dire que le mec il préfère dessiner au lieu de faire des cours, tu vois. Ah Même ouais. s'il sort diplômé, tu vois, alors on peut pas dire que c'est lui qui allait non plus péter le starting block, mais ça à la rigueur il s'en battait les couilles, tu vois. Donc alors il crée, par conséquent, il crée quand même son premier magazine satirique nommé Feng, où il publie ses premiers dessins, hein, donc avec une grande inspiration, ce magazine Feng de Mhm. Mad Magazine. Ok. Donc pour ceux qui voient pas, c'était un magazine satirique des années 50. Oui, alors si je dis pas de conneries, du coup, Mad Magazine, c'est bien le magazine où la couverture, tu voyais souvent le gamin roux. Ouais, du coup, c'est ça. Qui était, oui, mais c'était paru dans un épisode des Simpsons. Je fais, du coup, il y avait Mad Magazine qui est apparu, je crois, en fait, il y avait une couverture qui était apparue dans un épisode des Simpsons. Voilà. Ouais. Bah, en fait, t'as totalement raison. Et Voilà. puis surtout, tu vois, alors que c'est vachement. On va dire que c'est un peu, tu sais, genre comme les comics, etc. Ouais, tu vois, voilà. alors c'était vachement populaire, De etc. ce que tu je vois. sais, je crois que c'est une institution satirique aux États-Unis, le Mad Magazine, justement. Ouais, mais je sais pas Ouais, si ça ouais. existe encore, ça. J'ai un gros doute aussi, mais effectivement, ouais, en tout cas de ce que j'avais vu à l'époque. Bah écoute, hein, bah en tout cas, il fait son magazine Feng, voilà, et puis il suit son petit chemin, son petit parcours de vie, puis il finit à New York,
Et il parvient par rentrer dans le magazine Help. Mm. Voilà, tu vois, alors donc il devient rédacteur en chef et illustrateur. Donc Mm. quand même, il est assez jeune, hein. Voilà, tu Il vois. avait quel âge du coup Bon, il devait avoir dans la vingtaine, un truc comme Ah ça, ouais, tu vois. donc, Alors, ok, ouais, ouais. non, mais il sortait de l'université, machin, et puis en Ok. fait, il se retrouve déjà propulsé dans ce délire-là. Et c'est du coup aussi à cette période, et ça c'est important, qu'il rencontre pour la première fois John Cleese. Oula. Ça vous dit quelque chose, Non, John alors du Cleese tout. Sûr. Lui, il le sait. Ah, Voilà, vas-y, John vas-y, Cleese. vas-y. Bah du coup, tu vois, alors un Britannique, mais qui est Membre, surtout... des Monty Python. Exactement. Mm. Et donc, bah, le petit Britannique, lui, s'était installé dans la Grande Pomme. Voilà, il s'est exilé un tout petit peu, tu vois, alors pour, on va dire, faire son petit bonhomme de chemin. Et il se retrouve sous la tutelle de Gilliam, tu vois, alors dans son magazine. Mhm. Donc voilà. Et puis c'est aussi à cette période que le futur réalisateur va aussi acquérir sa première caméra. Un petit Ah. 16 mm, etc. Et il fera un court métrage, mais comme beaucoup de courts métrages, tu vois, quand tu commences au tout début, hein, tu aimes bien le commencer. Ouais. Le finir, c'est une autre histoire. Ah, Donc, toujours, ouais. Ah bah, du coup, il a abandonné, etc. Sad, mais pas sad non plus. Parce Voilà. que derrière ça, en 65, il finit par dégager de Help. Et il est mis, il est mis à la porte, hein, etc. Et du coup, il décide de faire son service militaire. Enfin, c'est pas lui qui décide, hein, on lui C'est dit. une ouais, réquisition, effectivement, donc il se retrouve engagé là-dedans, quoi. c'est ça. Mais par ouais. contre, il va pouvoir voyager. Il va pouvoir voir du pays. Et surtout, il va aller en Europe. Il va aller en France, tu vois, alors en Allemagne, dans des Mhm. bases, etc. Et de se dire, hein, il a passé plus de temps à faire des croquis et caricatures que faire des entraînements, des exercices. C'est un bon. Bah, je pense qu'il a dû graisser la patte un peu à ses sergents avec ses caricatures. Yes, que, ok, ouais. Voilà, tu vois, alors. On peut dire qu'il s'en est bien tiré à l'armée, tu vois, alors. Et puis, Ah, est-ce qu'il y avait un jeu de mots à bien tirer à l'armée? Ouais, c'est vrai qu'elle est pas mal. il a pas été en cours martial, en tout cas, tu vois, alors. Donc, tout va bien pour Yes, lui, ok, tu vois, nickel. alors. Et surtout, bah, en fait, puisqu'il est en France, etc., il commence aussi, tu vois, alors, un peu à faire son petit parcours et il travaille quelques temps pour le magazine Pilote, qui est dirigé par un certain, et je sais pas si vous le connaissez. Alors, je vais tricher un petit peu, on en a parlé un peu avant, mais du coup, est-ce que ça commencerait pas par un petit R, du coup? Et ça finirait pas donc son nom par un I? Ah, je te laisse un petit indice. Ah, ouais. Mais est-ce que si je vous dis Gaulois, Ah, si je vous dis moustachu, Menhir. Menhir Petit chien, du coup. aussi, Sanglier. Clément. C'est idée fixe. Ouais, mais dans Idée fixe. J'y étais presque, mais c'est C'était pas loin. René fucking Goscinny, connu pour Astérix. Bien Voilà, sûr. tu vois, alors donc bon, bah, ce qu'on appelait des bangers à l'époque, tu vois, alors, Mhm. en tout cas en France, hein. Bah, c'est le gros essor de la BD franco-belge. Hein. Ces moments, ça rayonne aussi à fond. Ah, mais de fou. Ah oui, bah, carrément. même je crois qu'au Japon, il devait avoir des Astérix Mais et tout, oui, tu vois, légende, alors, légende. bah, le GOAT, hein, Mhm. certains diront. Bon, en tout cas, il a croisé le chemin quand même de ce gars-là, hein, voilà. Donc, dans son jeune parcours. Et il finit son service militaire. Il retourne sous le soleil de Californie, où il collabore avec un écrivain qui s'appelle John Siegel, et débauché par les studios Universal. Hmm. Et ça, c'est intéressant. Pour faire des illustrations et des affiches pour les films. Donc, ça, il en a fait quelques temps. Et puis, en 67, il s'exile à Londres. Et en réalité, c'est quand même là que tout commence pour Terry Gilliam. Parce que qui dit Londres dit Angleterre. exactement. Qui dit Angleterre dit humour anglais. les Monty Monty Python. Python. Hey yo, Voilà. on n'y est pas encore, mais on s'approche y quand même arrive, du on y délire. arrive. Voilà, il s'exile, il arrive à Londres en 67, etc. Et il devient alors le directeur artistique du journal The Londoner. Il recrée des liens avec John Cleese, hein, qu'on avait parlé avant, hein, qui était du coup à New York à Ouais. l'époque. Et du coup, il finit par l'introduire à la BBC en tant qu'animateur et caricaturiste pour une émission qui s'appelait Do Not Adjust Your Set, donc avec Eric Idle, Terry Jones et Michael Palin. Ouais, ça me dit un Terry Jones, ça me dit vaguement, non? Mais on quelque va en chose, parler, ça. on va en parler de ce Ouais, monsieur. Bah, ouais. justement, tu vois, Ça alors c'est me- que là, il commence à avoir un plan qui se dessine Ouais, hein, ouais. dans Il y a eu, Londres. une étrange résonance, effectivement, dans les certains noms là que j'ai entendus avant. Bah, t'inquiète, tout ça, Voilà. ça arrive fort, mec, t'inquiète. Donc, riches de leur collaboration, de leur amitié, de leur goût de l'humour britannique, hein, évidemment, ils fondent en 69 la troupe des Monty Python avec la venue de Chapman. Ouais. C'est peut-être pas le plus connu de Chapman, hein, des Monty Python, mais il a quand même son importance. hein. Oui, quand même. Ouais. Bah, c'est vrai que pour être honnête, genre les Monty Python, moi j'ai maté genre quelques films, je suis assez peu, je suis un peu néophyte et novice, donc c'est vrai qu'effectivement genre je connais assez peu les gens qui composent les Monty Python, mis à part du coup Terry Gilliam et du coup ça les noms que tu as précédemment cités. Ouais. Et Chapman, Donc, Chapman, tu vas voir qui c'est quand on va parler du film dont on va parler. Bah ouais. Oui, ok, ouais. C'est ici que il devient acteur et créateur et qui finalement créa les visuels et l'idée artistique de la troupe.
avec des collages et animations qui feront le sel de la troupe, hein, évidemment. Il est le seul étranger aussi de la troupe, hein, du coup. Sinon, le reste, c'est que des Britanniques, c'est des Britons, hein, comme on aime le dire. Des roast beef. Des roast beef, voilà. On va croire, et les gens ils vont croire que vraiment, tu vois, alors on a un problème avec les Anglais. Ouais, alors, j'espère non. qu'on sera pas écouté en Angleterre. Mais déjà parce sur le que- premier épisode, je pense vraiment. Alors, on s'excuse d'office hein, auprès de la fanbase anglaise du coup, hein, si jamais. Ouais. On veut pas éviter un incident diplomatique. Hein. Ouais, voilà, we are sorry about that. So sorry. Et donc, du coup, tout ça parce que Thierry, c'est quand même un ricain, voilà. Donc, la troupe rencontre quand même un certain succès spontané et retentissant quand même dans l'Angleterre des années 60 et 70. Hein. À vrai dire, c'est une petite touche de fraîcheur quand même qui vient à l'époque de la BBC et puis d'une Angleterre, voilà quoi. Et puis vient forcément l'année 1974. Et qu'est-ce qui se passe si ce n'est Sacré Graal? Eh ben, c'est le premier long métrage de cette petite troupe. Enfin, un premier long métrage, il y en a eu un peu avant, mais c'était des amoncellements de sketchs. Alors que là, on arrive devant un vrai film produit et écrit pour les Monty Python. Qui sont-ils? C'est une petite troupe, comme a dit Adrien, de joyeux Jojo qui font des petites blagounettes. Beaucoup de carbistouilles. Des Des carabistouilles, troubadours quoi. des troubadours anglais. Qui faisaient des trucs très très cons, mais très très anglais. Le ministère des marches ridicules. En Oui, fait, c'était oui. une espèce de ministère où en fait ils se filmaient en marchant dans la rue en ayant les démarches les plus ridicules possibles. Je vous laisse aller voir ça sur internet. C'est fameux. Effectivement, C'est ça a l'air somptueux. goldé, ça a l'air Oui. goldé. Ouais. Non mais c'est totalement Franchement, anglais en c'est plus pas- comme humour, ouais, tu vois. ouais, C'est en c'est mode complètement con, c'est c'est- absurde, etc. Tu C'est vois, genre. génial. Et du coup, ils ont eu l'idée de faire un premier film. Et qui est à la réalisation de ce film? Terry Gilliam, en collaboration avec Terry Jones. Mhm. Le fameux Terry Le Jones. fameux effectivement, Terry on en a parlé Jones. avant. Les deux T quoi. Exactement. Mais du coup, c'est quand même assez marrant parce que j'ai l'impression qu'il a monté assez vite le Terry Gilliam. Hein. Parce que du coup, on lui a fait confiance, on lui a quand même donné les créneaux de ce film-là finalement réalisé. Donc, non, j'ai l'impression que son parcours finalement, c'est allé quand même crescendo quoi. Là, c'est un peu mais- ouais. mais- De toute façon, ouais. je pense que avec déjà son expérience qu'il avait en Ouais. illustration, qu'il avait aussi dans la manière, tu sais, genre de faire directeur artistique, hein, comme on a pu le voir un peu avant avec la biographie. Mhm. Je pense ça faisait partie des personnes entre guillemets assez compétentes, en Ouais, tout cas, ouais, tu je vois, vois alors ça un peu, ouais. à faire le truc. Mais pardon, vas-y. Oui, voilà, désolé Allez. d'avoir. Pas de souci, il faut. Ouais. Parlons. Donc déjà, on peut parler du fait qu'il joue déjà des rôles différents, parce que beaucoup d'acteurs qui jouent dans le film ont plusieurs rôles différents à chaque fois, et on peut notifier qu'il meurt 4 fois dans le film, de 4 manières différentes. Oh, god le damn. petit Terry Gilliam, c'est un peu improbable, quoi, mais du coup, ça fait partie du délire de ce film complètement barré. C'est un peu le Kenny quand même de Sacré Graal, du coup. Un peu. Ouais, c'est un peu l'équivalent du coup. Il a lancé South Park des années avant, tu vois. ce Ouais. mec, le proto South Park, quoi. D'ailleurs, il a le record, hein, c'est lui qui meurt le plus de fois dans le film, quoi. Bah, franchement, c'est un sacré record, il faut Ouais. quand même le tenir. Hein. Ouais, on est pas mal. Après, il y a un petit truc à dire aussi sur Sacré Graal. C'est vrai que c'est un film à regarder quand même, on va pas se mentir, en VO. Parce Mhm. que c'est pas du tout pareil l'appréciation de l'humour. Ouais. On va lancer le débat, mais voilà. Non, mais après, je trouve que c'est Pour un ceux débat. qui sont pas d'accord. C'est un débat qui est pertinent parce que souvent, en plus, effectivement, dans la langue parlée, en fait, il peut y avoir effectivement un décalage entre effectivement la traduction et la langue d'origine sur en gros finalement des termes qui sont pas forcément très adaptables aussi, tu vois, genre, qui Ouais. sont pas, c'est difficilement genre tu peux pas retranscrire ça facilement quoi. Et au-delà Donc, de ça, ce qui est fabuleux, c'est leur accent à couper au couteau Oui, qu'ils ont oui, dans oui. le film. Comment Qui est- ils qui est imitent les pas Français, possible. Ouais, etc. ouais, Tu vois, alors, dès Et le moi, je me début. souviens d'une séquence dans le film où du coup, il y avait en gros, c'était un affrontement entre deux armées et du coup, c'était une armée qui avait un château fort et du coup, en fait, en vrai, donc l'autre, et c'était des pourparlers effectivement, enfin un truc typiquement briton. Puis même il y a de la séquence, alors si je dis pas de bêtises, il y a une séquence, ils vont rentrer dans une grotte avec un espèce de dragon, c'est ça, où il y a un truc. Ah, c'est le lapin, non Le lapin, voilà, le Il y a fameux le lapin, du coup, ouais. ouais. Et du coup, le lapin cannibale, en fait, du coup, c'est ça aussi le truc le plus what the fuck et le plus vraiment ouf, c'est qu'en fait, la créature qui est censée être la plus dangereuse, au final, c'est l'archétype, en fait, du truc le plus Lapin, angélique ouais. que tu peux trouver sur la planète, quoi. Mais en même temps, c'est intéressant parce que le lapin au Moyen-Âge, c'était pas vu comme
quelque chose, tu vois, alors de positif, de trop Oui, mignon, ouais, etc. C'était un animal de nuit, donc un animal, on va dire, tu sais, genre satanique, comme le chat, comme les hérissons. Yes, Donc ouais. là, en fait, ça prend le sens. loup-garou du Moyen-Âge. Oh putain, Putain, les tu croises un lapins-garous. lapin, tu vois, alors t'es dead. T'es pas bien, Tu vois, alors, ouais, t'es pas bien. enfin, pour un moyenâgeux, hein, parce que t'en croises un aujourd'hui, tu vois, alors t'as plus envie de lui faire des petites papouilles. Ouais, Oui. les papouilles et tout. À part celui dans le film, quand même, Ah non, ne non, le celui touchez dans le pas. film, non, clairement, c'est pas. Et pour rebondir par rapport aux animaux aussi, il y a un truc qui est un peu, on va dire, la petite blagounette la plus drôle et la plus connue du film, c'est les chevaux qui sont présents. Parce que, ok, il y a un lapin, mais il n'y a pas de chevaux, parce qu'ils n'avaient pas de budget. Et Alors oui. ils ont fait comment? Bah, ils ont pris les petites noix de coco et ils ont fait le bruit du galop avec. Et en fait, la première fois où on les voit arriver justement en cheval, bah, ils ne sont pas. Et t'as juste un gars comme ça derrière qui tape sur les noix de coco et qui fait le bruit. C'est fameux. Et en plus, c'est un peu le jacouille. Ouais. Tu vois, alors, Un peu. tu vois, alors c'est Ouais. en mode le gueux, etc., Ouais, qui ouais. suit son preux chevalier, etc., tu vois, alors. Non, et puis c'est beaucoup d'humour, même cinématographique, en fait. Ouais, C'est, en fait, on sent qu'il y a une patte à la fois de sketch verbal, en mode en utilisant la langue, des calembours, etc., mais avec des situations de mise en scène, et surtout le travail de Terry Gilliam, qui est, par exemple, les petits passages animés. Ouais, aussi. Et au niveau de l'esthétique, on peut dire il aime bien être dans le réalisme grotesque. Mhm. Et notamment lui-même a déjà dit qu'il s'était inspiré des travaux de Pasolini dessus, par rapport à ça. Donc ça, c'est pas trop fun le cinéma de Pasolini. Enfin, c'est pas les Monty Python, mais dans l'état d'esprit du grotesque, etc. Bah, il s'en est un peu inspiré quand même, quoi, pour faire quelque chose de différent, malgré tout. Mais du coup, en plus, ça retranscrit un peu, tu sais, l'absurdité, on va y venir aussi après, mais l'absurdité des fois du réel. Ouais. Et en fait, moi, notamment dans Sacré Graal, moi, alors, du coup, il y a une séquence aussi qui m'avait beaucoup marqué la première fois que je l'avais vue. En fait, on en parlait juste avant, en plus, avec Adrien et Clément en off. Mais en gros, c'était la séquence avec l'historien, du coup, qui explique face caméra, du coup, en fait, il a un discours et en fait, il se fait hacher la gueule, en gros, finalement, par un chevalier qui arrive comme ça. D'un d'un coup, d'un seul. Et en fait, c'est vraiment l'irruption du réel parce que la séquence dure pas, enfin, foncièrement, elle dure pas très très longtemps. Et du coup, la coupure est d'autant plus brutale. Et donc, t'as à la fois un sentiment un peu hilar parce que, en fait, en vrai, l'absurdité de la séquence est marrante, mais t'as en fait, en vrai, quelque chose de très à la fois tragique. Et du coup, c'est la longueur de la séquence, du coup, par rapport à la manière dont est monté le reste du film qui est vraiment très intéressant. Et j'ai l'impression que c'est très révélateur de la pensée de ce que Guillaume va faire après, quoi. Dans cette représentation, justement, qu'on va dire, un peu l'absurdité. Le côté, il faut en rire, vaut mieux en rire qu'en pleurer, quoi. Ouais. Et puis même, casser, bah, c'est justement la fin du film aussi, qui est assez drôle. Et on peut parler aussi un peu avant d'y venir, justement, de la Mhm. production du film. Parce Ok. qu'on disait qu'il n'y avait pas beaucoup de budget. Et comment est-ce qu'ils ont réussi à le financer quand même? Parce qu'il y a eu un petit peu de... Franchement, les décors sont franchement sympas. Les lieux, ils ont tourné en Écosse. T'as des châteaux écossais qui sont devenus des lieux de pèlerinage pour des fans de la petite troupe. Ah, bah, en même temps. Normal, quoi. Enfin, en vrai, qui n'a pas envie d'aller voir le lieu où est tourné Sacré Graal, quoi. Ah bah de toute façon, moi, genre, ça serait tout l'Écosse, hein, Bah ou même ouais. Highlander. Mais Oui, tu vois, c'est alors, vrai. même pour des films comme ça, tu te dis, c'est tellement des paysages de fou, Ouais. tu vois, alors. Ah, Et moi, ça ça fait partie fait- d'un rêve, hein, voir au moins des paysages comme ça, au moins une fois dans ma vie, De c'est fou. magnifique. Mais c'est Franchement. important aussi, parce que Mhm. du coup, c'est des films qui font vivre les paysages, et Mhm. du coup, t'as envie d'y aller parce que tu les as découverts Putain, dans un des années film à la avant con, tu Peter Jackson et la Nouvelle-Zélande, quoi. C'est oui. vraiment des années avant. Il Ouais. a... Bah, il y a eu Star Wars aussi. Et Star hein, Wars aussi, c'est vrai. vois. Non, il y en a pas mal, hein. Ils sont allés en Écosse, mais comment ils ont eu l'argent? Eh ben, en partie, parce qu'il y a une espèce d'importance culturelle qui s'est mise en place autour du Monty Python. En gros, ils ont leur liberté, et tout le monde les adule un peu, mais personne voulait trop leur donner de l'argent quand même, parce que c'était un peu les jojos un peu concons, alors qu'ils étaient tous ultra diplômés. Mhm. Non, non, Mais c'est juste qu'ils faisaient des conneries, alors les gens ils avaient pas envie de lui donner beaucoup d'argent, alors du coup, ils sont allés demander à des groupes de musique qu'ils aimaient bien, notamment certains groupes anglais, Led Zeppelin ou alors Jethro Tull, qui ont donné de l'argent. je connais Ah pas. ouais. On connaît pas, non, on connaît pas. Genesis aussi à l'époque, Ah, qui leur ont donné de l'argent. Avec un Phil Collins, Et là. un Peter Gabriel, du coup, aussi, fut une époque. époque Gabriel. Ouais. Et oui, non, pas Phil Collins, mais Elton John aussi. Ah, ok, Ok. d'accord. Mais il y avait pas aussi George Harrison Il y a forcément les Beatles. Non, dans le mais coup, tu vois. ouais, putain, comme tous les conneries, Mhm. je sais pas, tu vois. Bon, il faudrait que je me renseigne sur ça.
Ouais, mais. Et là, tu me sortirais que Terry Gilliam avait un moment été approché pour réaliser finalement Yellow Submarine, le film, Mais The Beatles Origin, ça m'aurait pas étonné. Franchement, ça aurait pu être pas Ça aurait mal. été génial. Ouais, au moins ça aurait été dans le thème, Ouais, tu vois. franchement, Alors, ouais, franchement, carrément. tu vois, alors. On aurait été bien. C'est marrant, comme petite anecdote, de savoir qui a participé au financement de ce film, quoi. Bah, surtout Mm. des musiciens, etc. Ouais, tu vois. qui sont Ouais. quand même des grosses pontes. Carrément. Bah, fou quand même. Ouais. Oh, Led Zepp, frérot. C'est Ouais, là, tu putain. te dis, ouais, mon film a été financé par Led Led Zepp. Zepp et j'ai trop cool, tu vois, c'est ouf. Puis même Elton John et tout, finalement, quand même, on n'est pas sur des rigolos, tu vois, on est vraiment pas sur des gars, On des est- amateurs. Ouais, franchement. Mais ils étaient sûrs dans quoi ils investissaient. Ouais. Ouais. Donc ça prouve déjà finalement l'aura qu'avaient les Monty Python. Quoi. Ouais. C'est, ouais. Ouais, ils avaient une importance de fou. Ben, sans eux, en France, on n'aurait jamais eu les nuls, quoi. Oui, c'est vrai. Shabba, c'est merci les Monty Python, quoi. Mhm. Ouais, bah. Mais en même temps, ils sont partout, les Monty Python, tu vois. Mais même, c'est vrai qu'à l'époque, c'était un gros banger. Enfin, tu regardais, tu vois, alors là, que ce soit à la télévision, même au cinéma, ça marchait bien quand Ouais, même, tu vois. Alors, c'était intelligent et c'était nouveau, donc Mhm. ça ne pouvait que marcher, quoi. Tu disais avant que il y avait des affrontements entre au niveau d'un château, Oui, etc. oui, je me souviens pas exactement de la séquence en tant que telle parce que ça fait un moment que j'ai pu mater le film, mais je me souviens vraiment de cette séquence-là. Et du coup, c'était genre, oui, dans un château fort, il y avait un truc. Mais tu vas me renseigner, tu vas éclairer ma lanterne. je En fait, il y a pense. pas mal de références historiques aussi qui sont présentes Ouais, dans le film, ok. un peu tournées En dérision. en quoi. dérision et en les appropriant un petit peu, mais qui sont quand même là. Donc, qui joue le personnage de Arthur? Eh ben, c'est le fameux Chapman dont on parlait avant, Mhm. Graham Chapman, ah, d'accord. qui joue le personnage principal du coup de ce film. Et donc la quête est du Graal. Donc Ah, petit jeu de mots un peu. comme ça. exactement. Ok, Donc yes. dans le film, il doit aller chercher les chevaliers de la table ronde. Et puis dans leur périple, à un moment donné, ils tombent devant un château qui est géré par des Français. Ah, Aïe, voilà aïe, aïe. pourquoi je me souviens de la séquence. En Les fait. Froggies. Ah, quel Et- accent chantant. Ah, bah écoute. Hein. Et cette séquence est notamment très connue parce que les Français, comment est-ce qu'ils se défendent? Ben, en fait, ils jetaient des vaches. Bah, ouais. bah, ils jetaient tout ce qu'ils avaient dans la main. Qu'est-ce qu'ils avaient Et en ouais. fait, c'est une référence historique parce qu'apparemment, c'est un truc qui a, entre guillemets, vraiment existé. Alors, je sais plus exactement le comment du pourquoi. Parce mais que il y a c'était la une merde. histoire. Parce que c'était la merde. Ils ont pris ce qu'ils avaient sous la main et puis voilà. Ça se trouve, ils ont jeté des grenouilles, c'est pour ça qu'on s'appelle comme ça aussi. Ouais, ouais, Non. quasiment. Peut-être qu'on les bouffait aussi un peu plus, hein, les C'est grenouilles. vrai. C'est vrai. Voilà. Ça aussi. En plus, c'est très bon. Ah, t'as déjà... on va faire une aparté. t'as déjà Non, non, mangé mais le on fait grenouille une petite aparté grenouille, mais en vrai, c'est très bon. On va Ouais. goûter, apparemment, ça a le goût du poulet. Perso, Ce j'en qu'on a ai dit. jamais goûté. Mais avec de l'ail et du persil. Mais voilà, toi, t'as capté, t'as capté. Ouais. Ben, j'en ai jamais goûté. Bah, il faudrait qu'on en goûte alors. Bon, allez, hop, tout le monde va au restaurant ce soir, là, on va Yes, manger Des des. grenouilles, des on On grenouilles. va faire nos froggies. Yes. On revient donc après cet aparté grenouille sur sur les Français petites qui- références Vas-y. historiques qu'ils ont eues aussi. Alors il y a une scène notamment avec en fait, ils trouvent une femme à un moment donné dans un village Mhm. et ils la Mhm. considèrent comme étant une sorcière. Donc les sorcières, c'était où? C'était au bûcher. Normalement, ouais. Ouais. Et du coup, à un moment donné, il y a une histoire. Alors ça, il faut que vous fassiez vos recherches de votre côté, mais il y a une histoire avec une théorie improbable sur comment savoir si c'est une réelle sorcière. C'est la théorie du poids des canards. Ah putain, oui. Alors vous marquez Monty Python, théorie du poids des canards, vous allez voir, franchement, je n'ai pas compris. C'est trop con. C'est Oui, con, oui, mais c'est c'est. exceptionnel. Donc, dans les deux cas, la personne ne s'en tire pas. Voilà. Ouais, exactement. Alors, moi, je serais pas contre un petit. Ouais, vas-y, on explique vite fait. Vite, mais. Ok, bon, bah, je m'y colle. Si tu l'as et si tu sais l'expliquer, parce Bah, que... En gros, les sorcières, bah en plus à Strasbourg, ça s'est fait ce genre de truc. C'est en mode, Ouais. t'as un pont, t'as une Ouais. rivière. Ouais. Et du coup, tu vois, alors bon, bah t'as quelqu'un que tu penses que c'est une sorcière. Voilà, bon, bah tu la mets dans une cage, tu descends, tu vois, alors la meuf, Ouais, enfin ouais. la meuf ou en fait n'importe quoi dans la rivière. Bon, bah du coup, si ça remonte, ben c'est une sorcière et on la tue. Et si ça remonte pas, c'est C'est qu'elle est morte et que. bah ouais. Ah, ok, vraiment, ok, voilà. Donc en gros, dans les deux cas, bon, bah ça va pas te sauver. Voilà, bon, ok, au moins ouais. ton âme est sauvée. Voilà. ok, Mais yes, et Dieu reconnaîtra les siens. exactement. D'où la théorie du poids des canards. Exactement. Et ça, c'est présent. Et c'est succulent. Pas Miam, le miam. canard, hein, la théorie, évidemment. les deux, hein. Vas-y, On vas-y. revient sur Bon, les bah, volatiles. Donc, sinon, après, ce petit périple qu'ils font tous, à un moment donné, il y a une scène aussi qui est pas mal au niveau du travail graphique de Terry Gilliam, c'est la rencontre de Arthur qui voit
Dieu. Oui. Et ça, c'est pas mal. Déjà, comment qu'il est appelé, il ne sait pas comment répondre. Et en fait, c'est un petit dessin qui a été fait avec une image d'un gars qui, je ne sais, c'était... Attends, putain, faut que je retrouve le truc. C'est pas Karl Marx? Non. Non, c'est pas Karl Marx. Petite précision à propos de la figure de Dieu dans Monty Python. Alors finalement, ce n'est pas Karl Marx, hein. C'est William Gilbert Grace. Donc c'est un joueur de cricket anglais qui officiait dans l'équipe nationale au 19e siècle. Donc voilà, et Terry Gilliam a décidé de reprendre sa figure pour tout simplement interpréter Dieu. Voilà, on peut reprendre la lecture. Oui, donc ce fameux personnage de Dieu, ben, en fait, la séquence, elle est pas mal visuellement parce que c'est un petit dessin qui a été inséré comme ça à l'image dans le ciel où on a une espèce de Dieu avec une voix très, Très caverneuse, tu vois. très caverneuse et en même temps christique qui interpelle Arthur qui lui dit qu'il est le roi des Britanniques. Et donc, visuellement, franchement, c'est intéressant parce que c'est complètement grotesque, comme on disait avant. Mais ça. Mais justement, du coup, on parlait effectivement des incrustations finalement avec des dessins finalement ou des petites animations. Alors, si je dis pas de bêtises, je me souviens bien finalement dans le Sacré Graal, il y avait aussi des séquences où il y avait des histoires, notamment avec en gros finalement une bibliothèque. En gros, il y avait un moine. En gros, il y avait une séquence justement finalement avec des petites histoires incrustées comme ça qui faisaient office. Enfin, qui était un peu parallèle par rapport à l'intrigue principale, Ouais. entre guillemets. Oui, mais ça, c'est, tu sais, genre, ouais, comme les moines copistes qui Voilà, dessinaient, exactement. etc. Ils reprenaient cette esthétique-là. Exactement, ouais. Mais, Et du coup, je me souviens de ces séquences-là, elles étaient vraiment très réussies. Mais pour c'est le trop coup. bien. Mais en fait, je trouve que c'est parti, tu vois, alors des trucs dans ce film-là, ou même chez les Monty Python, du travail esthétique sur le dessin, sur, on va dire, l'analogique. Exactement, ouais. Si tu vois ce que je veux dire, Carrément. c'est-à-dire la texture, tu vois, de reprendre une esthétique, de reprendre les dessins et de les détourner et de Et ce que détourner je trouve aussi super les intéressant, symboles. c'est que ça recontextualise et c'est super intéressant parce que du coup en fait déjà ça reprend une base connue, ça montre effectivement finalement les gens qui vont travailler dessus de la maîtrise, donc notamment les Monty Python ils savaient effectivement de quoi du coup finalement de quoi ils tiraient effectivement leur inspiration pour leur film et Mhm. ils la réutilisaient finalement, ils la réinterprétaient et ça je trouve que c'était une des grandes forces effectivement de Sacré Graal du coup. Il y avait De des fou. codes que je trouvais très intéressants justement dans ce truc là. Bah, c'est peut-être pour ça que c'est encore un classique aujourd'hui, tu vois. Un Alors, film qui franchement se remate encore très facilement même de nos jours. Ah bah, ce de- truc. Clairement, ça n'a pas vieilli. Mhm. Et c'est les codes analogiques que tu disais, c'est des codes qu'on pourra retrouver aussi dans d'autres films qu'il a fait par après. Mhm. Ouais. Eh, eh, Yes. On va y venir. TMTC. Ouais. Et pour finir sur Sacré Graal, on peut parler de la fin On de te laisse Sacré le Graal. privilège d'aborder oui. du coup la question. L'histoire s'arrête, on dira pas comment, mais la fin du film s'arrête avec l'interruption d'un policier qui bouscule un cadreur. Donc on brise le quatrième mur, on se rend compte qu'ils sont filmés, et donc la police arrête tout. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas, mais on peut en faire une petite analyse en continuant, en parlant des autres films qu'il a fait à part après. Bah, Yes. absolument. Bah, du coup, en tout cas, moi, Sacré Graal, c'est quand même un gros banger. Franchement, incroyable, regardez-le. Alors pour conclure sur Sacré Graal, je pense qu'effectivement c'est un film qui, comme on le disait avant, se remate encore très facilement maintenant. Ouais. Franchement, c'est un film que je trouve très intéressant. Un peu vieilli, il Un faut peu quand même vieilli. avoir un peu Alors- un attachement à l'humour anglais quand même. Ouais, tu vois, alors alors, c'est je pas pense non que plus à les donner à deux- tout le monde, je pense. Je pense que justement, finalement, les deux caractéristiques qui pourront éventuellement être un peu rebutants entre guillemets pour les gens, c'est à la fois comme tu disais l'humour anglais, mais je pense que clairement, finalement, une fois qu'on est dedans, ça marche. Et clairement, je trouve que c'est un humour qui, moi, personnellement, à titre, enfin vraiment, voilà, subjectif, me touche beaucoup. Parce Mhm. qu'en vrai, je trouve ça hilarant. Je trouve qu'en fait, c'est détourner des codes, enfin détourner le réel et se moquer. Enfin vraiment, c'est l'expression mieux vaut en rire qu'en pleurer. L'humour anglais, pour moi, c'est la meilleure illustration. Et je pense que l'autre aspect qui sera peut-être un peu compliqué, c'est entre guillemets le fait que le film soit un peu daté au niveau de l'image, mais franchement, ça reste relatif, hein. C'est un joli cachet quand même. Voilà, c'est un Ouais, joli clairement. caché, il y a une vibe que Les j'aime énormément, paysages, quoi. tout ça, franchement. Voilà. Et puis l'importance que ça a eu, parce Oui, que voilà, pour en la vrai, culture. sans ça, on n'aurait pas tous les Ouais, trucs comme tu disais humoristiques avant, qu'on ouais, a, Les nuls, par Mm. exemple, Les l'exemple nuls. le plus probant, finalement, c'est qu'on n'aurait pas eu les nuls avec un Chabat en France, par exemple. carrément. Donc, en soi, finalement, c'est quand même un truc pour voir un peu l'influence, d'où ça part, etc. Je trouve que c'est un film qui est super intéressant. Eh bah du coup, est-ce qu'on n'irait pas vers d'autres aventures avec Terry Exactement. Gilliam On continue chronologiquement. Eh bah du coup, 74 Sacré Graal est sorti, donc à l'époque, ça a eu son petit lot de succès. Mhm. Ça a marché. Voilà. On peut dire que le petit Terry
putain, je vais arrêter de lui dire Titeri parce que quand même, tu vois, alors, c'est un peu pédant, tu vois. Alors moi, j'ai rien fait dans ma vie, tu vois. C'est le padré, c'est J'ai le padré. surtout pas fait Brésil. C'est le big boss. Ouais, c'est le padré, pardon. Mais voilà, donc après, après ses expériences du coup de ses premiers tournages, etc., il va pouvoir faire aussi son premier film solo, Jabberwocky. Donc une adaptation d'une poésie de Lewis Carroll qui mettra en images, etc. Et il continue dans les années 70, entre les Monty Python et puis sa carrière de réalisateur avec La vie de Brian en 79, qui est aussi un vraiment sale classique. Et peut-être mon film préféré avec le sens de la vie. Le sens de la vie. Ouais, des Monty Mhm. Python, tu vois. Alors, même si, enfin, ils sont tous bien en fait ces films-là. Et qui La vie sont de Brian qui est un péplum. De quoi? La vie de Brian, c'est le péplum. Ah bah ouais. Ils sont lancés, les petits Monty Python. Ah bah oui, ils sont bien lancés, mais aussi les religieux du coup ils sont bien lancés parce ça leur a pas trop plu ce film-là. Ah merde, c'est la Donc, passion de Christ avant l'heure du coup. Pardon. Oula, wow, le pic là sur le truc. Bon bah désolé aux auditeurs de niquer vos oreilles. Mais du coup, non, bah surtout ça a été la première polémique avec Ouais. les Monty Python. Ouais. Bon, et puis en fait le drama appelle aussi au drama, Drama, donc, ouais. patati, patata, on va pas vous Donc ça raconter. fait de l'écho à des personnes qui voilà, n'ont pas grand chose d'intéressant à dire sur le film et qui vont faire des caisses quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, Bon, un en peu tout l'idée. cas, bah, de toute façon, on verra plus tard avec Scorsese Mhm. aussi. Voilà, quoi. Mais du coup, bah, la décennie 80 commence plutôt pas mal, quand même, Ouais. pour les montées, enfin, pour Terry Gilliam et puis les Monty Python. Et du coup, il se met un peu à refaire des films aussi encore, avec la réalisation de Bandy Bandy, avec la participation de Michael Palin, Sean Mhm. Connery, Shelley Duvall, quand même. Putain, Tu vois, ouais. alors, donc ça va. On peut dire qu'il a glow up en Ouais. termes Ouais. d'acteurs, etc. Ouais, il a quand même dépêché Sean Connery dans les années 80, un moment où Sean Connery n'était plus forcément aussi bankable qu'avant. Ouais, mais Shelley Duval, Ouais, ça c'est allait. vrai, Elle ça avait une allait, bonne oui, carrière. C'est vrai, c'est vrai. Bon après voilà, c'est vrai que Sean Connery, c'est encore voilà, on fait un petit aparté. Il s'est bien détérioré avec le temps, il est bien parti en couille le Il a chef. quand même fait Zardoz. Voilà, tu vois. Ouais, Ça- c'est encore différent. Zardoz. Alors, ben, du coup, bon, bah, dans cette lancée, Terry et les Monty Python sortent Le sens de la vie en 1982. Hmm. Et ça, bon, bah, alors là, c'est une forme de consécration. C'est ici où la patte du réalisateur se fait sentir avec la séquence qui démarre le film, The Crimson Permanent Assurance. Ouais. Je sais pas, de toute façon, je vais en reparler un peu plus tard. Et c'est aussi une consécration pour la bande de Gilliam, qui remporte quand même au Festival de Cannes 83 le Grand Prix spécial du jury. Il faut quand même s'imaginer, on part quand même juste de comédie. Ouais. Cannes, on parle quand même, tu vois, lors d'un truc, d'un festival international. Ouais, ouais. Et là, en l'occurrence, bon, bah ça va. Ils ont gagné quand même un grand prix, tu vois. Ouais, alors. ouais, donc c'est D'ailleurs, une petite anecdote avec les Monty Python et Cannes, c'est que ils ont projeté un de leurs films Mhm. et qu'en fait, il y a eu une alerte à la bombe. Et les gens dans la salle, ils sont pas sortis parce qu'ils croyaient que c'était une blague. Ce qui est. C'est un peu. C'est un peu ouf. Ça en dit long, sur bah, en même temps, Franchement, tu vois, c'est alors. pas mal. Hein. Un peu imprévisible, tu vois. Alors, Ouais. c'est en mode, bon, bah, c'est ouais, forcément les Monty Python, tu vois. Ouais. Ah, voilà. C'était comment cette histoire du coup? Je crois que c'était avec Sacré Graal. Ah ouais, oh putain. Oui, c'était présenté. Je crois que c'était Sacré Graal. Ok. Putain, quelle histoire. Ouais. Bébé. Eh ben, c'est pas comme aujourd'hui, quoi. Ouais. Mais du coup, bah, je vais quand même vous parler aussi, bah, parce que qui dit les années 80, Il dit un autre chef-d'œuvre du coup de Terry Gilliam. peut-être son plus grand. Voilà. Voilà, bah, du coup, Brésil. Alors, Brésil, film sorti en 85, réalisé par Terry Gilliam, avec à l'affiche Jonathan Pryce, qu'on connaît déjà un tout petit peu, je sais pas ce que vous... Une petite série qui s'appelle Game of Thrones. Exactement. Par exemple. Voilà. Ou Brésil. Et qui est... Oui, Brésil. Par exemple. Et qui Quand est même. Le Moineau. Voilà. Ouais. Voilà, voilà. Robert De Niro. Ah, euh, il a voilà des petits films aussi comme Ouais, ça. un acteur par-ci, par-là, de quoi. premier rang. Voilà. Ou de seconde De zone. seconde zone, c'est vrai. Pour les plus snobs d'entre Ouais. vous, d'entre nous, voilà. Finalement, il a pas fait grand-chose, ce mec. Kim Grease. Alors là, j'ai pas trop... Je sais pas trop quoi dire sur la carrière de cette dame. Honnêtement, je l'ai pas vu. Je l'ai vu seulement sur Brésil. Brésil. Ouais, Ouais. voilà. Quand même. Et Bob Hoskin. On a quand même une petite palette d'acteurs quand même qui Ouais. est assez garnie. Plutôt bien. Un casting presque international, enfin semi binational, on va dire ça comme ça. Bon, déjà un peu anglophone quand même. Oui, tu vois, très alors, anglophone, donc forcément, même. mais mais assez prestigieux, je Mhm. trouve, surtout pour la carrière de Jonathan Pryce Ouais. et Robert De Niro. Et on a aussi, bah, déjà, le scénario a été concocté par Charles McKeown. Keown, je sais Mhm. pas comment ça s'écrit ou comment ça se prononce. Il a collaboré avec Terry Gilliam de nombreuses fois, déjà avec Bandy Bandy, le Baron Munchausen, l'Imaginarium du docteur... Parnassium. Merci beaucoup. Voilà, non à rallonge du coup, mais pour un film très bon. Mais oui, et de qualité supérieure. Exactement.
Et du coup aussi dans le scénario, on a Tom Stoppard, donc scénariste d'Anna Karenine, adaptation du Tolstoï, avec Shakespeare in Love et Terry Gilliam. Du coup, Voilà. c'est eux trois qui ont écrit le scénario du film. Ok. Donc voilà, et puis avec la musique de Michael Kamen, voilà, Voilà. parce que quitte à s'offrir des bons acteurs, et ben on s'offre Un bon musicien. Un bon ex- musicien, un bon compositeur. exactement, un très bon compositeur. Hmm. Donc alors, le film, je vais vous lire un peu le synopsis, comme Ouais. ça on sait de quoi on parle. Sam Lowry est un bureaucrate dans un monde rétro-futuriste totalitaire. Il se contente de son travail, de sa petite vie tranquille, tout en s'échappant en rêve dans un monde de héros romantiques. Son existence satisfaite, mais solitaire, est compliquée par l'arrestation brutale et certain d'Archibald Buttle, en raison d'une erreur administrative. Il tente de réparer cette injustice et doit lutter contre le système extrêmement contrôlé qui le considère de plus en plus comme un dissident. Donc on va suivre un peu les pérégrinations chanceuses, malchanceuses Malchanceuses, ouais. de Ça son lutte contre le protagoniste. système, du coup. Exactement. Ok. De toute façon, parce que Brésil, le thème déjà de Brésil, c'est d'abord la société. Voilà, si on doit caricaturer, c'est en mode on vit dans une société de merde. Voilà, Hyper contrôlé. exactement, où tout est gris, tu vois, alors très formaté et très lié à l'administration. Où il n'y a pas de liberté Bah, individuelle. où Enfin, il y en a, mais elles sont. Elles sont cadrées, elles sont normées. En Tout fait, est pour cadré, servir, ouais. C'est ça, tu vois, alors, Mhm. et où du coup, en fait, le peu de liberté que tu peux avoir, en fait, c'est pas toi qui décides. Voilà, Ouais. donc Mhm. d'où Archibald Total. Tuttle qui va faire son apparition dans le film. Et le truc qui est intéressant avec Brésil, c'est surtout que les premières ébauches d'un éventuel Brésil fut dans le sens de la vie. Donc en 82, avec le festival de Mhm. Cannes, un Grand Prix, avec Terry Gilliam qui réalisa The Crimson Permanent Assurance, qui est la séquence du début, vous Ouais. savez, avec les bureaux, Ouais. où Oui, tu oui, vois ouais, les ouais. cadres, etc., et qui sont attaqués après par des pirates de l'assurance. Ouais. Donc voilà, c'est toute la blague. Et en fait, on revoit l'esthétique que va être Brésil, c'est-à-dire cadre, tu vois, alors très contrôlé, Mhm. avec des costumes, enfin tu vois, alors le costume très terne et tout. Le Très papier, visuel. très visuel, ouais. Le papier, qui va aussi revenir parce que t'as à moitié le vent qui Ouais. bourriffe le papier, qui fait Notamment virevolter tout ça. sur une petite séquence à la fin, on en parlera un peu après, sur Archibald Tuttle. Du coup, le Exact- papier qui va. Exactement. Voilà, j'en dirai pas plus, on en parlera Non, un peu mais après. Et puis en plus avec ce Tuttle qui Mhm. n'hésite pas à foncer tête baissée Mhm. aussi à la fin de ce dit film, Effectivement, Brésil. ouais. Comme j'ai un peu résumé au tout début, c'est une satire absurde et critique du système capitaliste et Mhm. bureaucratique. Le film parle surtout et avant tout de la société. Surtout des questions comme l'individu se construit-il par lui-même ou c'est la société qui modèle l'humain à son image. Et surtout, peut-il s'en extraire de cette société? C'est-à-dire par quels moyens, comment, et comment réalise-t-il dans quel pétrin le protagoniste est allé? Mhm. Si tu vois ce que je veux dire. C'est des questionnements que le film pose et que en tant que spectateur, on va voir les résolutions, etc. Effectivement, ouais. Et tu disais par rapport, effectivement, c'est quoi quels sont les moyens employés par le personnage pour s'en sortir, en tout cas finalement de ce monde froid, dystopique, désincarné. Et c'est la Mhm. thématique du rêve, effectivement, le rêve, Absolument. l'imagination. Et du coup, ça fait écho justement finalement à un truc qui revient très souvent dans la filmographie de Terry Gilliam. Ouais, c'est un film qui parle du rêve, voilà, et de son pouvoir, Mhm. de Ou de sa malédiction, de ce que ça amène. exactement. Mais ça, mais du coup, les questionnements dans ce film, c'est Sam Lowry, et gros, c'est un peu le héros malgré lui, parce qu'il vient quand même d'une famille bourgeoise, Mhm. même de la haute Bourgeoisie, bourgeoisie, ouais. avec un père qui était fonctionnaire, tu vois, alors comme un grand homme, on Mhm. dit d'ailleurs de son père, oh, c'était un grand homme, on le Ouais, ouais, respectait, ouais. machin, et de sa mère un peu. Je me souviens des séquences avec la daronne, justement, quand il allait la voir, justement, tu sais, avec ses amis, dans les bars et tout. Enfin, Ouais, il y dans les avait restaurants, dans les restaurants, etc. et en fait, il y ouais. avait une séquence où je trouvais cauchemardesque, où tu faisais tirer le visage. Tiré, hein. Oui, Et pour moi, Ces je sais pas, séquences c'est de une chirurgie. référence en plus, du coup, à des films un peu comme ça. Il y avait un film, justement, où il y avait une meuf qui se faisait aussi tirer un visage, mais un vieux film de Buñuel, je sais peut-être que j'ai une connerie. Il se fait couper l'œil. Ah non, Ah. ça c'est un chien andalou, ça. Ah, chez Chez Andalou, Andalous, effectivement. quand Mais du coup, moi, elle je sais pas, se j'ai fait cache couper, pensé dans le côté mhm. imaginaire, dans la puissance de l'image, j'ai pensé à ce truc-là avec vraiment, Bro. on manipule le visage un peu comme ça. Moi, ça fait penser à Doctor Who. Tu Ah vois, oui, alors, laquelle si, les vrais savent, mais il y a un épisode où t'as en fait juste un visage et de la peau. Ah ouais. Voilà, et en fait, le truc qui se déplace, machin, ça, c'est une méchante, Oh voilà. putain, c'est quoi ce truc? Et du coup, en fait, ouais, en gros, t'as la scène connue où elle se fait un sort de lifting. Oui, voilà. Voilà, de toute façon, la mère, la daronne, on Mhm. peut le dire, elle incarne quand même l'orgueil, le narcissisme, et C'est une surtout. Karen.
Ah ouais, non mais. Ouais. Oh, putain. Clairement. Et franchement, même les Karen, elles sont beaucoup plus cool, tu vois. Ah oui, Alors, putain. tu vois, alors elle, c'est la Karen, mais alpha, tu vois. Ouais, Alors, c'est la proto Karen. la proto Karen. Putain, l'enfer. Et surtout, elle est un peu castratrice, tu vois, parce qu'elle Ouais. essaye de maquer Sam, tu vois, alors avec la fille de sa copine, machin. Elle lui dit, pourquoi, vas-y, tu travailles pas. Enfin, pourquoi tu te contentes juste de ta situation. Enfin, bref. Donc, elle a envie que, tu vois, alors son poulain, qui est son fils, Oui. puisse step up Mhm. dans son existence. Mais Sam n'est pas du genre à vouloir step up comme ça. Mhm. Disons que si on pourrait le comparer à quelqu'un, hein, ça serait un L. Tu vois, alors c'est pas Ah. un scientifique, etc. C'est pas tu un vois, ES. alors. Ouais, ou c'est pas ES, Ouais. ou un école de commerce. Hein, Yes. bisous à vous tous. Hein, voilà. Et puis après, bah, l'arrestation de Buttle, il se rend compte des rouages un peu du système et de l'absurdité de celui-ci, pour qui il dévoue pourtant sa vie et trouvant même par son occasion de désillusion un peu de tout ça, grâce à ses visions oniriques, un nouveau sens à sa vie, qui est le rêve et surtout l'amour. Parce qu'on parle du rêve dans ce film, mais c'est aussi la quête de l'amour. Ouais. Tu À vois, travers le personnage féminin dont on parlait juste avant, du coup, qui est déjà effectivement un objet de fantasme aussi dans le film, du coup. ah bah c'est la femme parfaite. Voilà, hein, c'est pour la ça, femme parfaite, tu vois, il alors. rêve d'elle, effectivement, du coup, et c'est un Idéalisé. peu. Ouais, c'est ça. C'est cet aspect-là qui est intéressant dans le film aussi. Et parfois un peu creepy. Mais Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. qu'est-ce qu'on ferait par amour, hein, Mhm. lol. Ça, c'est un peu le résumé hein, que je fais un peu du film. Et là, on va s'attaquer au rêve. Parce que, comme on disait avec Samy, et puis Clément, je pense que tu pourras aussi Bien sûr. que j'ai bien, c'est que ce film, il parle avant tout de ça. La représentation et des icônes représentées dans ses rêves. Donc, par exemple, on voit au tout début de son rêve, etc., qu'il vole. C'est un peu le Mhm. prince romantique, volant, tu vois, alors dans les nuages, etc. Et Voilà. ce qui est intéressant, moi je pense que justement, donc, quand on parle justement de la séquence d'introduction, finalement on le voit voler un peu comme ça, planer dans le ciel avec ses ailes. Mhm. Moi j'ai pas pu m'empêcher de penser, alors là on est vraiment sur l'aspect purement métaphorique, mais moi j'ai pas pu m'empêcher de penser au mythe d'Icare qui se brûle les ailes. Absolument. Et en fait, justement, quand tu prends la toute fin du film, Sam Laurie, c'est un personnage qui est entièrement, du coup, en fait, pour échapper à la réalité, à la froideur de la réalité, c'est quelqu'un finalement qui vraiment va s'immiscer dans les rêves, va se perdre dedans. Et du Mhm. coup, c'est vraiment, moi, le film, je l'observe vraiment comme quelqu'un, c'est vraiment la frontière entre les rêves et la folie. Ta force de vie dans ce monde imaginaire où en fait c'est lui le roi, c'est lui effectivement finalement qui a les pleins pouvoirs. En fait, il en oublie justement en fait en vrai de garder pied sur la réalité parce qu'elle est froide, elle est impersonnelle. Au final, la fin du film est très révélatrice. Je pense que clairement, oui, elle est très révélatrice de comment va finir le film tout simplement. Et c'est hyper intéressant. Je pense que vraiment le mythe d'Icare justement à force de vouloir trop s'approcher justement de ce fantasme soleil, du soleil qui etc. est le fantasme, il finit par tomber plus bas que la réalité elle-même quoi. Ah bah oui, Ouais. carrément. Mais surtout, en fait, le truc, c'est que dans ses rêves, c'est pas que du jojo. Hein. Mhm. Il y a un moment où, en fait, la réalité le rattrape. Et ça, c'est limite inconscient. Ouais. Avec, tu sais, genre les tours qui fendent les nuages Oui, et ouais. qui déstabilisent littéralement son rêve. Ce qui le rappelle à la réalité, c'est le téléphone qui sonne. Et surtout, ces tours-là représentent tout de même les buildings, représentent aussi, tu vois, alors l'écrasement de l'endroit, enfin de Mhm. l'espace. On sent que il se rapproche au fur et à mesure dans la narration de ses rêves vers la Terre. C'est là où c'est intéressant. C'est que la Terre, tu vois, alors autant t'as les idées, tu vois, alors le monde des idées qui est le ciel. Plus tu descends, plus t'es appelé vers la Terre, et plus tu découvres aussi, tu vois, alors un peu tous les rouages de ceci. C'est-à-dire qu'on retrouve, bon, moi, j'ai pas trop de description, même c'est même pas nommé dans le film, mais les lépreux masqués avec des masques de bébé. Ça vous dit quelque chose, ça? Oui. Alors, Je on vois pourrait très croire bien. que Gabi, je crois qu'il est Voilà. fatigué de ce podcast. c'est ça. On pourrait croire que c'est une blague, mais c'est Je dans le vois- film. Hein, c'est Je dans le vois film. très bien, très bien. J'ai très bien l'image en tête. Mais regarde-le, frérot. mais banger, Mais c'est cool t'inquiète. parce que du coup, Gab il va se faire une session, il va se mater genre 6 heures de film d'affilée, tu vois. Non, mais il va tout comprendre en plus. Ouais, c'est tu vois, ça, il va ouais. être là en mode waouh, waouh. Ouais. Tu vois le même du mec un peu comme ça. Tu vois. Alors là, vous le voyez pas, vous les auditeurs, effectivement, parce que c'est que le son. Mais c'est le même du coup. Avec le contenu, là. Le gars. Waouh, exactement. Je mettrai le son. Il a rêve Ah, du même. non. Il a pas la rêve des films, mais il a le même. C'est ça. Ah, écoute. Yes, toujours. Et surtout, alors c'est pour moi parce que c'est révélateur, parce que justement. Les lépreux, voilà, c'est juste, on va dire des formes, Mhm. voilà, un peu vaporeuses, un peu fantomatiques. Tu vois, alors on voit pas leurs mains, on voit pas machin, mais on voit seulement leur visage. Et le visage, c'est quoi? C'est leur fameux masque de bébé, voilà, mais qu'on retrouve aussi surtout dans la salle d'interrogatoire. Ce qui est intéressant avec ces masques, c'est qu'on retrouve vissé sur la tête du bourreau de Sam, mais aussi les individus. Par nature, ça veut dire que les individus sont déjà morts ou sans volonté de vivre.
Si ce n'est peut-être qu'ils sont déjà aliénés par la société. Donc en gros, ça représente une sorte de masse un peu silencieuse, mais qui oppresse Sam, comme aussi Sadulciné, hein, Mhm. qui va se retrouver emprisonné justement par ces 10 personnes. Alors, d'où la séquence qui intervient juste un petit peu avant la fin, avec justement, il porte le masque de bébé. Et en fait, il y a un jeu avec les focales au niveau de la caméra, finalement, qui est vraiment très intéressant. Oh bien, mec. Et, Bah vas-y, est-ce qu'on parlerait pas un peu directement des focales et je voilà, continue exactement. après Bah, on en parlera, et Clément pourra un peu nous aiguiller sur ça, effectivement, du coup, sur l'aspect technique. Ouais, on en parlera, j'en Voilà. parlerai après. Bah, du coup, après, hop, ok. ça marche. Bah écoute, coming soon. Voilà. Yes, teaser. Nickel. Et en fait, le truc, c'est autant, tu vois, alors tu disais que c'était le chevalier qui était le dieu, mais en fait non, parce qu'il y a un protagoniste qui arrive, c'est le samouraï. Hmm. Et le samouraï, qu'est-ce qu'il représente? Ah, je te laisse m'aiguiller, là, du coup. Eh ben, c'est la société. C'est l'incarnation de son travail. Ouais. C'est un peu le bourreau, c'est un peu le Ouais. guerrier qui vient vers Sam et qui, en gros, a planifié tout le plan. Tu vois, alors pour en fait, pour l'empêcher d'aller plus Oui. loin dans sa volonté de puissance. Mhm. Et du coup, et en fait, il est super balèze, ce samouraï. Mhm. C'est-à-dire que il est déjà massif, il est grand, tu vois. Alors tu Ouais. vois le truc, tu te dis, lol, t'es qui, tu vois. Alors Ouais, ouais. tu vas me tuer, en fait, tu vas me fumer. Et en plus, il se déplace, il peut se téléporter, etc. Il est insaisissable, Ouais. tu vois. Alors, c'est-à-dire que même s'il tentait de le frapper, il pouvait Il pas serait incapable, totalement. effectivement, de le coucher, quoi. C'est ça, là, ouais. Exactement. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que la métaphore du samouraï, du guerrier, Ouais. donc du coup, celui qui te veut du mal, de surcroît, c'est en fait son bureau. Tu sais, genre tous ceux qui sont au-dessus de lui, Ouais. qui vont l'oppresser, qui vont lui demander, tu sais, genre de continuer à travailler, etc. Mais un travail qui n'a pas de sens pour lui-même. Mhm. C'est on broie l'individualité, en fait. C'est simplement ça, quoi. Ouais, Exactement. je vois Et on y retrouve aussi des individus plus personnifiés, hein, aussi, Mhm. parce qu'on pense aussi un peu à l'autre personnage, le supérieur de Sam Lowry. Ouais. D'ailleurs, un personnage un peu pitoyable, mais bienveillant. Et il se retrouve dans, tu sais, genre là où il y a paperasse, Oui, etc., ouais, ouais. qui appelle tout le temps Sam en disant ouais, Sam, est-ce que tu peux me régler ce problème et tout. Mhm. Et en fait, quand il se rend compte qu'il y a une erreur, le mec, il est au bout de sa vie, il est Ouais, en il est train de pleurer et tout. pétrifié, quoi. Cette personne, puis on voit une séquence où justement, tu vois, alors, on voit cet individu, on voit le visage, mais qui est en fait ancré dans la terre. On voit que son Mhm. visage, un peu comme. Je parlais de Doctor. Oui, Pardon, je parlais de Doctor Who, machin. Mais imagine-toi la scène où en fait tu vois genre un sol Mhm. avec deux bras qui sortent et juste le visage du Ouais, pélo, je vois, je etc. visualise. Qui prend par la jambe et qui dit non, reste avec moi, reste avec moi. Donc en gros, voilà. En fait, tout ce qui se passe dans son rêve, c'est juste sa vie qui est métaphorisée. Ouais, je vois. C'est en ça que c'est super intéressant ce film. Comment sa vie est iconographiée, Ouais. etc. Tu vois. Et puis on peut aussi parler de l'amour, hein, de qu'est-ce que l'amour, si ce n'est essayer de s'évader. Un échappatoire possible. Exactement, la volonté de puissance, de ok, C'est marrant. il n'y a que ça qui me raccroche à ma propre existence. Parce que je le vois comme un échappatoire, mais du coup, paradoxalement, quand on voit la fin du film, qui est effectivement genre très paradoxal, parce que du coup, alors pour détailler un petit peu, on va rentrer un peu dans le spoil, donc Je crois voilà. qu'on est totalement rentré dans le spoil Ouais, depuis bah, le début. go, on va rentrer dans le spoil, Tu peux y on y aller, va à tu peux fond, y on y aller. va à fond. Du coup, pour détailler un peu la fin du film, du coup, Sam Lowry se retrouve en fait à échapper à ses tortionnaires, en fait à Mhm. prendre le camion qui est conduit justement donc par son love interest, on va dire ça comme ça, du coup, Ouais. par en gros la femme de sa vie. Et en fait, ils vont s'échapper dans une petite campagne, un peu une bourgade, un peu comme ça tranquille, finalement, voilà, vivre leur vie, loin de la société, loin de tout regard. Et en fait, il se trouve que c'est un fantasme imaginé par du coup le personnage principal qui se retrouve finalement attaché à une chaise. Vraiment torturé du coup par un de ses anciens collaborateurs qu'il connaissait, plus encore un de ses, alors si je dis pas de conneries, un de ses patrons du coup. Oui. Enfin voilà. Ouais, bah, par le Big Boss. Le hein, Big entre guillemets. Boss, Et en plus, exactement. un de ses amis. Un de ses amis, effectivement, Un de ses amis ouais. qui le torture finalement. Exactement. Donc déjà effectivement c'est double froideur parce que du coup c'est à dire que n'importe qui, tous les rapports dans cette société là finalement en fait n'ont aucune individualité, n'ont aucune sensibilité, aucune forme entre elles parce que du coup elles sont régies par des besoins et par des trucs voilà par Et des pas de la survie en fait. par la survie. Ce qui a été la force de Sam Lowry, à savoir sa capacité à s'échapper, à imaginer effectivement des mondes pour échapper à la violence de la société. Il se retrouve du coup, en fait c'est son calvaire, c'est la folie tout simplement quoi. Bah ouais. Bon. Il se retrouve en fait, du coup la frontière Tu entre me ôtes les rêve mots et de la folie, bouche. Hein. la frontière entre rêve et folie devient encore plus poreuse. Mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport en rebondissant par rapport au rêve, à la folie, le côté Mhm. fantasme lié aussi potentiellement à l'amour, c'est qu'on peut retrouver ça justement aussi dans les focales qui sont utilisées. Voilà, Elles sont Exactement. utilisées d'une technique. certaine façon à ce qu'il y ait des grands angles ou des angles plus restreints en fonction de ce qu'il a envie de montrer et de comment qu'il a envie de le montrer et Mhm. de grossir les traits, donc d'amener ce côté grotesque qu'on pouvait déjà trouver Mhm. chez les Monty Python dans la mise en scène qu'il utilise.
Et ça induit un espèce de malaise aussi auprès du spectateur, du coup. Exactement. Parce Ouais. qu'en fait, c'est une manière de filmer les visages ou parfois effectivement filmer enfin, voilà un sujet filmique de manière assez inhabituelle, Exactement. avec une méthode effectivement qui est un peu à contre-pied, quoi. Ouais. Ce qui est très très intéressant justement. Et on trouve ça aussi dans tous les bâtiments qui ont été Mhm. faits de manière analogique. Oui, On voilà. y Fou. revient Bah, au côté l'analogique, ouais. Au côté analogique. Même ce qui est la réalité est un rêve de Terry Gilliam dans une espèce de vision d'une ville qui n'existe pas, qui Mhm. pourrait exister, avec l'intérieur des bâtiments très simples Ouais, et ouais. d'autres complètement sales, avec un côté steampunk. Ouais. Justement, une manière aussi très intelligente, un peu de montrer la situation sociale des gens. Ouais, carrément. Mhm. Parce que c'est les tuyaux. C'est en fait Ouais, les dès tuyaux. le début du film, on présente une télévision Mm. qui finit par exploser. Avant ça, t'avais quand même une pub pour la tuyauterie. Ouais. Ouais. Et en fait, cette tuyauterie, c'est quoi? Si ce n'est, tu vois, genre la représentation de classe. C'est-à-dire que Sam Lowry n'est pas riche. Du coup, on voit ses tuyaux apparents. Ouais. Ou alors, en tout cas, on voit sa situation se dégrader avec les tuyaux. Mais quand tu vas dans un restaurant, quand tu vas dans les restaurants, chez la Madré, Mhm. tu vois pas ces tuyaux. Ouais. Donc du coup, tu vois, alors c'est l'esthétique des tuyaux, ça Ouais. représente une sorte de prolétariat, de ceux qui n'ont pas d'argent, et ben du coup, On peut pas les cacher. exactement. Au-delà de la tuyauterie, tout l'aspect, il y a un aspect crasseux, toutes les couleurs sont grises. Et du coup, en fait, en vrai, il y a encore plus une espèce de semaine sur la colorimétrie. Il y a une séparation bien distincte entre les quartiers, justement, voilà, riches, où effectivement, il y a une vision, voilà, colorée, un peu joyeuse, et un peu masque, justement, la réalité sociale. Et du coup, Mhm. en fait, le film est bien scindé en deux. Et du coup, c'est vraiment très intéressant par rapport à ça aussi. Il y a Ouais. un excellent jeu par réflexion sur la colorimétrie, le jeu au niveau, finalement, des nuances de couleurs. Et je trouve ça super intéressant. Et pourtant, c'est pas évident. C'est Et pas surtout, évident, et surtout avec des rappels, bah déjà, je trouve que, de toute façon, ce film-là est largement inspiré de Metropolis. Ouais. Dans le côté esthétique, dans le La côté rétro-futuriste. Rétro-futuriste, j'allais dire ça. Tu Bah, vas ôter les mots de la bouche, mais un peu. Surtout la ville. Parce ouais. que la ville, c'est un personnage en Ouais. lui-même. Tu C'est re- une entité à part entière. Ah, c'est l'entité. Bah en fait, On est perdu dans l'immensité de Mhm. l'image et de la ville. ouais, c'est ça. Et puis surtout, tu vois, alors, par exemple, des décors, tu vas dans les restaurants, c'est un peu en mode victorien. Mhm. Ouais. Tu vas après dans des boutiques où ça fait un peu plus moderne. En fait, t'es perdu. Mhm. C'est un film où, en fait, tu vois des éléments que tu connais, mais tu sais pas les situer dans le temps. Ouais. Tu vois, alors. Et comme le téléphone bizarre, tu vois, où tu te dis, mais Ouais. pourquoi ils sont obligés de câbler comme des speakerines ou autant. Mhm. On a l'impression pas de- que tout est faux, mais en fait tout est réel. Exactement. Ouais. Et en Mais fait, finalement tout est faux quand même, ça reste un film. bon, oui. Et j'ai envie de te dire Dieu merci, tu vois, alors, parce que monde de merde, hein, comme dirait Georges Abitbolt. Hein. Putain, la rêve quand même, franchement, Canal Plus, Be Like, Canal Plus représente. monde de merde. Yes. Allez, Georges Abitbolt, maintenant, Yes. voilà. Hop, Putain, faut que je me remette la classe américaine. hein. la magie du montage. Ouais, ouais. On va parler d'Archibald Tuttle, qui est, on va dire, aussi celui qui représente, bah, d'ailleurs interprété par Robert De Niro, voilà, D'ailleurs, ouais. le On GOAT. en parlait. Mais du coup, qui représente aussi, on va dire, la désinvolture, et on va Mhm. dire, c'est peut-être la personne la plus sensée du film, Ouais. dans le sens où, en fait, il fait bien son travail, Mais barré en même temps. mais il est barré, mais en même temps, il est pas barré, c'est juste, ça lui fait chier de faire des papiers, on lui reproche ça, on a envie de le tuer pour ça. Ouais, mais du coup il est à fond dans son délire. Eh ben, il a bien raison. Ouais. Oui. En fait, oui, c'est la clairement. personne la Non, mais plus- ouais. c'est la personne la plus lucide du film. C'est ça qui est intéressant. C'est un Exactement. anti-Sam Laurie, en quelque sorte, je trouve. Bah, disons que Sam aspire à devenir Ouais. comme Tuttle. C'est pour Comme ça que Tuttle, c'est ouais. lui qui va intervenir pour le sauver. Voilà, Enfin, mais encore une fois, métaphoriquement, quand et là, tu vois ça- l'admiration que Sam Laurie a pour le personnage d'Archibald, il a envie d'être comme lui. Archibald Tuttle, du coup, c'est quelqu'un qui est déjà, il est lui-même, il est simplement lui-même, et du coup, c'est Mm. quelqu'un finalement qui a les deux pieds ancrés bien dans la réalité. Ouais. Simplement, effectivement, il la conteste, et du coup, c'est quelque chose vraiment de très très particulier. Il n'est pas dans le De fou. fantasme, effectivement, comme Sam Laurie. Tu vois, alors, bah, Sam, parce qu'on va parler aussi un peu de la folie, comme Mhm. tu nous avais vachement bien introduit, en tout cas, Sam. Mhm. Tu vois, alors, Samy, Ah, pardon. merci. Putain, mais en fait, là, c'est Ah. prophétique. Là, j'ai peur. Là, j'ai peur de finir comme le personnage dans Oh non, Brazil. t'inquiète pas. Mais en fait, c'est vrai qu'en fait, contrairement au rêve où on voit clairement, parce que t'as un changement de mise en scène, t'as un changement de colorimétrie, etc. Mhm. Là, en revanche, tu te retrouves un peu dans le côté, voilà, on sent que c'est encore la réalité, mais la réalité elle est un peu bizarre. Robert De Niro qui se fait happer par journaux. Quand il rentre dans une porte, puis une autre, etc., il revoit les décors de ses rêves, puis en plus, il revoit sa mère jeune. On comprend qu'il y a un truc qui va pas, et puis à la fin, bah, quand tout se passe bien, les deux protagonistes, enfin les deux antagonistes, hein, du coup, l'ami tortionnaire et le grand chef, surgissent de l'écran et rappellent aux spectateurs la réalité qui est, bon, bah, Ouais. en fait, c'est finito pour lui. Et ça fait presque un peu, alors là je vais remonter un peu dans le podcast, mais ça fait presque écho du coup à la séquence où les flics interrompent du coup le tournage de Sacré Graal. En fait c'est assez marrant. Exactement. C'est assez Voilà. marrant de revoir ce truc, franchement c'est assez particulier. C'est Ouais. pour ça qu'on en parlait. Voilà, Exactement. Bah, en même temps, hein. Bon, je pense que les pommes tombent toujours du pommier, hein, j'ai Voilà. envie de te dire. Oui, hein, c'est vrai. Exactement.
Ça va, jusqu'ici, c'est censé, tu Tu vois vois. Thomas Newton là Mais du coup, eh ben, on peut parler aussi un peu de l'accueil qu'a reçu ce film, parce que Oui, bon, aussi. Mhm, on parlera de quelque chose qui en fait caractérise Terry Gilliam aussi, mhm. un peu son caractère, hein, parce Ouais, que on va y venir. Don't Fuck with Terry Gilliam. Hein. Mais du coup, le film a été un peu il a été un peu haché par Universal Studios. Parce que déjà, bon, on peut dire aussi que le film a coûté 15 millions en production, comme budget, et qu'il a vraiment pas dépassé le budget, malgré, tu vois, alors, l'ambition qu'il a eue. C'est-à-dire qu'il y avait même des scènes qu'il a dû couper pour le montage, comme la scène des yeux, voilà, que vous pouvez voir sur YouTube d'ailleurs. Et du coup, waouh, La bière bro. qui. Oh, c'est beau. Alors, je suis désolé, là, je suis obligé de couper mon raisonnement, mais notre bière a gueuché. Et L'assistant est endommagé, mais Il reste plus qu'un Mais verre. non, mais continue. Non, mais mec, continue à ouvrir. Il faut continuer à ouvrir. Il faut tout déverser là. on y va. Putain. Ah, la bière Coref bio, hein. Ouais. Bon, petit incident technique, rien de grave. Oh, bon. Aucun ingé son n'a été blessé du coup pendant cette. Pendant ce Perdu son tournage. pantalon. Bon, bah vas-y, hein, serre-moi un verre, hein, tant qu'on y est. Hein, Franchement, c'est ça l'effet Brésil. C'est qu'en fait, tu vois, alors c'est sous pression, tu vois. Alors, C'est l'effet podcast, surtout, c'est l'effet club V, ça, tu vois. Ah, yo. Bon, bah, je me sers moi-même, du coup. Vas-y, Hop. bah ouais. Hein. J'ai envie de dire aux auditeurs que c'est vrai que c'est un peu compliqué de parler de films comme Brésil parce que c'est tellement dense. Alors, je sais pas ce que C'est t'en penses, toi, compliqué. Clément. En vrai, c'est compliqué. Mais C'est un peu un truc qui va dans tous les sens, qui parle de plein de choses et en même temps de rien. Et du coup, on a envie d'en parler. Oh, bah, de rien, je sais pas, Non, mais quand de- même, sois pas si dur. Parce Hein. que j'aime bien ne pas opposer le tout et le rien, tu vois. Hop. Tu penses qu'il y a l'importance du vide? Oui. Parce que c'est vide, la ville est vide. Oui. Ah, putain, c'est pas con. Ça, c'est vrai que quand on y repense vite fait, la ville, tu vois pas tellement beaucoup de immense qu'il y a pas personnes. de personnes, Bah en ouais, fait. c'est ça. Les seules personnes que tu crois, c'est dans le métro, Ouais. dans les centres commerciaux. Mais Et sinon, C'est trop grand, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, il y a de la place, quoi, pour les gens, quoi. non, c'est clair. Bah, en même temps, ça, je pense Et que. pourtant, ils sont enfermés. Ouais, enfin, en fait, ils sont enfermés et surtout, ils peuvent pas s'élever, tu vois. Oui, ouais, c'est ça. Oui, C'est que enfermés tout est- là-dedans, ouais. Ouais, bien sûr, et tout est bloqué. Ouais. Ouais, c'est pour ça que c'est intéressant de regarder ce film-là, surtout par le prisme du rêve, et pas non plus seulement sur le côté société, ah, ça pue la merde et tout, tu vois. Ouais. C'est surtout, et je trouve, bon, on peut parler des décors encore, mais c'est somptueux. C'est Ouais, juste, c'est incroyable. c'est juste un des films où je trouve que chaque élément a son importance, chaque élément est tangible, et en fait, t'as envie d'y croire. Ouais. Et ça reviendra beaucoup dans les films prochains de Terry Gilliam, voilà. Tu vois. Notamment celui qu'on va aborder juste après, il reprend un peu justement cette cohérence à la fois dans les décors Aussi, et en Ouais, fait, même. dans la juxtaposition finalement de plein d'éléments différents même. Et du coup, on va y venir. Ouais, on va y venir tranquillement. Bah, en tout cas, Mais, je partage ton avis sur Brésil. C'est vrai que même, en gros, finalement, si on s'attarde même ne serait-ce que uniquement sur l'aspect décor, c'est un parti pris esthétique et plastique que je trouve extrêmement réussi. Il y a des séquences en fait qui m'ont quand même beaucoup marqué. Tu parlais de la séquence du samouraï. ouais, Je trouve que vraiment, même pour un film effectivement, alors je sais pas combien de budget il a bénéficié. comme j'ai dit tout à l'heure, c'était 15 millions pour Ouais. un film, tu vois, alors, avec, bon, tu vois, alors 15 millions, c'est Ouais. pas énorme. C'est Tu au vois, final alors, c'est relatif C'est effectivement. assez vrai. relatif, et sachant qu'il avait encore plus. Et en fait, c'est ça que je trouve dingue, c'est qu'il a quand même réussi à gérer sa Ouais, thune ouais. pour quand même avoir à la fin Mhm. j'allais dire un produit, my bad. Enfin, un film, tu vois, alors de qualité quand même. Ouais. On y croit, même si on sait que c'est faux, avec une forme d'ambition esthétique, Ouais. narrative, etc. Donc, en vrai, voilà, c'est quasi un film parfait à ce niveau-là. Ouais, ouais, Même ouais. s'il y a eu des déboires de production, ce Mais qui est c'est normal. inhérent finalement de toute Mais façon, même c'est- pas uniquement à la carrière de Terry Gilliam, mais du coup à plein de Du cinéma réalisateurs. en règle Du générale. cinéma en quoi, général. De tu toute façon, le cinéma, c'est un affrontement. C'est vraiment pour aboutir à la version. D'ailleurs, vois. Ouais. il y a quand même, on parle de ça. Moi, je trouve que du coup, je fais une petite parenthèse. Don Quichotte. Oui. Ah, Ouais, Ouais. bon, en même temps, ça c'est. Oui. Il avait la guerre, il Oui. y avait les tempêtes de sable Voilà. et tout. Enfin, Mais je trouve que tu vois, meilleure métaphore d'affrontement entre lui et les studios, je trouve que ce film-là est vraiment très. mais là, ça dépasse la nature. Là, hein, ça dépasse la nature. Là, c'est Fitzgeraldo, tu vois. C'est alors, ça. machin. Exactement, Là, tu à vois. la fin, il n'y arrive pas, hélas. Ouais.
Mais voir les efforts, moi je trouve ça beau, tu vois. Mais du coup, en fait, aussi, il faut qu'on parle vite fait d'un truc, c'est que le film a été quand même un peu charcuté au cinéma aux États-Unis. Il y avait une version fin heureuse faite pour les USA Ouais. qui était de 94 minutes, tandis que la version, on va dire, c'est pas une final cut, mais en tout cas la version la plus longue, c'était 142 minutes. Ouais. Voilà, donc il y a eu quand même un certain charcutage venant, Ouais. venant, tu sais, genre des studios Il y a pas Universal. mal de films à cette époque qui ont eu des versions différentes entre les États-Unis et puis ce qui est venu en Europe. Bah ouais, en même temps, tu vois, Mais alors ça, même c'est un les- peu de toute façon aussi la caractéristique, c'est que les États-Unis, en fait, en vrai, demandent un montage très particulier quand il s'agit de films aussi qui viennent, pas forcément que anglais, mais étrangers de manière générale. Non, et À une époque, puis surtout, ce film était, d'après les distributeurs, ils étaient en mode, on sait pas comment le vendre. invendable. Ouais. Bah ouais. Invendable. C'est-à-dire que le mec qui a envie de voir un film un peu feel good movie, c'est dead. Celui qui a envie de voir une dystopie ou tu vois un film sérieux, un drame romantique, c'est pas totalement ça. Donc en gros, eux ils se disaient le pari, c'est sûrement le meilleur film de la décennie, mais en fait on peut pas le vendre Ouais. parce que tu vois, alors comment appeler les gens, tu vois, à voir un film aussi singulier. Ouais. Et donc du coup, ça amène à une situation de fight. Yes. Et ça, poto, je te laisse présenter ce délire-là. Voilà. Let's go. Let's go. Alors du coup, ce fight, il a été assez relatif, il a été quand même assez conséquente entre... c'est une relation très conflictuelle entre Universal et Terry Gilliam. Et en fait, donc, je pense qu'il y a un film qui illustre aussi parfaitement bien du coup cette relation assez toxique, assez compliquée. C'est L'Armée des 12 singes. Du coup, Ok. alors il faut savoir qu'avant finalement du coup il a fait quand même Las Vegas Parano aussi avant. Je dirais que j'ai sauté une étape. Mais Alors, du coup, et surtout, j'aimerais bien dire, là, on est obligé de revenir sur le conflit originel Le conflit avec originel, ouais. Universal. C'est quand même en mode Sidney Steinberg, qui est du coup le big boss, le PDG, voilà, qui voulait pas sortir son film en final cut. Et du coup, Terry Gilliam commence à connaître un peu le zozo, hein. C'est-à-dire qu'il fait pas les choses à moitié. Et ce qu'il fait pour, on va dire, protester, déjà, il fait des séances illégales dans les universités de cinéma, facultés de philosophie, etc. Il a quand même été jusqu'à acheter une page sur Variety en disant Dear Sidney Steinberg, when are you going to release my film Brazil? Terry Gilliam. En mode, vas-y, c'est quand que tu vas sortir mon film, mec, tu vois, Yes, alors, ouais. et aux yeux de tout le monde, c'est un peu une humiliation, tu vois, alors. Ah ouais, non, c'est une Donc, provocation que je trouve assez cohue de la part de Terry Gilliam. Clairement. Bon, je trouve que c'est le GOAT, voilà, Ouais, tu vois, ouais, alors. clairement, c'est un mec. Après, il assume son truc, et moi j'aime bien. Tu vois. Oui, il se passe pas beaucoup de questions. Ouais, ouais. Non, en même temps, il y a des questions, il s'est déjà posé avant, maintenant il a envie de le sortir, Ouais, c'est c'est tout ça, ça, tu vois, alors. ça, tu vois. Mais oui, non, carrément. Et du coup, alors je vais contextualiser un petit peu. Donc, avant la sortie de l'Armée des 12 singes, j'ai eu effectivement du coup le film Las Vegas Parano qui est sorti en 98. Alors, si je dis pas de bêtises, une année avant. Tiré d'un roman de Hunter S. Thompson. Enfin, c'est tiré d'un des écrits de Hunter S. Thompson, qui est un journaliste gonzo. Le journalisme gonzo, c'est un. Sensationnel, un C'est peu, voilà, tu sensationnaliste. vois, alors. En gros, c'est un courant journalistique qui est né aux États-Unis à partir des années fin années 60, début 70, et en fait qui avait il y avait un côté genre journaliste vérité. Où du coup, en fait, la structure d'un article n'était pas forcément était pas forcément cadrée, n'était pas en fait, c'était vraiment le côté un peu. J'irais pas jusqu'à dire qu'on écrit Un peu reporter, en mode réalité. voilà, Du coup, en fait, ouais. on prend sur le vif et du coup, on écrit un peu finalement du coup les faits de manière genre très brute. Et en fait, en vrai, on va pas chercher des artifices en fait pour couvrir la vérité. On va vraiment on va la mettre sur papier de manière très très vivace. Donc ça a été fait finalement dans un contexte aussi en fait d'une Amérique aussi qui a été commencé justement finalement donc en plein effluve culturel. Ouais. Et donc après finalement donc ce roman a été sorti en 72, a été adapté du coup en 90 des années après par Terry Gilliam. Ça prend sens du coup avec l'imaginaire de Terry Gilliam, avec ce côté voilà. Avec la folie surtout. Avec la folie justement finalement. On y revient. On y Bah revient ouais, toujours, mais voilà. en même temps finalement c'est la thématique, hein, c'est la thématique de Terry Gilliam par excellence. Hein. Et voilà, donc ce film effectivement a eu un petit succès critique. Et voilà, du coup, ça lui a permis justement effectivement d'avoir une certaine forme de sympathie de la part des studios. Et là, on va aboutir à l'histoire un peu marrante, parce que du coup, en Let's fait, go. il a quand même, en fait, Terry Gilliam, c'est un peu particulier la relation qu'il a avec Universal, parce que justement, ce succès qu'il a eu avec Las Vegas Parano a fait que Universal était pas super chaud à travailler avec lui à la base, mais En même temps, ça peut se comprendre. ça peut se comprendre parce qu'effectivement il est différent quand même assez conséquent, mais par contre c'est quand même un studio qui avait conscience du potentiel du bonhomme, c'est à dire que vraiment en fait il le voyait faire ses films de son côté. En fait c'était un peu le mec tu vois le mec un peu au fond de la classe qui parle pas mais qui fait des super dessins mais qui a des super bonnes notes aussi. Terry Gilliam c'est la personnification de ce mec là. Ouais. Et en fait du coup Universal était un peu chié parce qu'en fait c'est quand même un réel avec qui ils aiment pas travailler, mais ils avaient conscience de son potentiel. Et se trouve qu'il y a dans les cartons un projet d'adaptation d'un film que je pense bon nombre de cinéphiles connaissent, mais du coup l'a jeté.
Il y avait un projet d'adaptation finalement du coup donc par le producteur exécutif Robert Kosberg et Chris Marker. Le premier voulait convaincre justement le second d'adapter ce film-là du coup pour Universal pour un public américain. Et Universal est un petit peu chier parce qu'en fait en vrai finalement ils savent pas comment faire une adaptation du coup de ce film-là de manière. C'est compliqué. C'est hein. compliqué. Disons que c'est le projet à la base, il est super original. Voilà. Et de réadapter tout ça, on va dire un peu plus de manière moderne et sans faire de fausses notes, c'est soit il faut tout changer, soit il faut reprendre l'identique, mais ça sert à rien. Mais voilà, c'est ça. La problématique a été résumée, c'est soit tu fais la même chose, mais du coup, en fait, quel intérêt? Soit effectivement, tu fais un projet radicalement différent, mais du coup, en soi, finalement, tu t'éloignes tellement du matériau d'origine que ça n'a aucun intérêt aussi. S'attaquer à un truc comme ça, c'est un peu compliqué. Et aussi, en plus, et du coup, en fait, il leur fallait un peu un espèce d'outsider, du coup, en fait, pour en mode, c'est en fait, si ça merde, en fait, en vrai, ben, c'est sa faute et pas la nôtre. Ouais. Et en fait, la personne tout trouvée, c'était Terry Gilliam, parce que du coup, voilà, ils avaient un peu, voilà, relation conflictuelle oblige. Et alors, dans un premier temps, du coup, le studio se montre assez réticent, notamment finalement parce qu'ils sortent d'une période un peu compliquée en 99 avec la. Il y avait un film qui était sorti, Waterworld, avec Kevin Costner, qui avait bidé, mais vraiment bidé. Et en fait, il se trouve qu'ils étaient dans une situation en fait financière un peu compliquée. Et alors, qui plus est, confié à la réalisation de ce remake-là de La Jetée avec du coup à un mec avec qui ils avaient beaucoup de conflits par le passé, c'était un peu compliqué pour eux. Non, mais c'est un peu de l'amour et de l'amour-haine. C'est L'amour-haine, chelou, tu vois. c'est Alors, vraiment Parce qu'ils l'ont repris quand même, quoi. Bah ouais, Ils l'ont mais repris, par dépit, tu vois, alors, mais. Ils l'ont ouais, repris ils par auraient des pu pieds, prendre mais c'est de n'importe l'amour qui. vache. Mais il faut savoir Michael que Bay. Terry Gilliam était pas non plus super chaud à retravailler avec Universal non plus. Hein. Clairement, il faut savoir que du coup, vu Tu m'étonnes. les coups qu'ils avaient eus. Et alors du coup, il se retrouve quand même Universal fait quand même le premier pas, donc c'est quand même gentleman, Galant. Donc, il décide de faire le premier pas finalement et du coup d'allouer un budget de 29,5 millions de dollars pour produire ce film. Il décide de confier la réalisation à Terry Gilliam à deux conditions sine qua non. Le film ne devra pas dépasser les 135 minutes et ne devra pas être, alors ce qu'on appelle aux États-Unis rated R. Rated R. Rated R. Voilà, j'ai une prononciation de Rated R. Merci Voilà. Jean Dujardin, Omar Sy, mes maîtres. Voilà. Moi, c'est François Hollande. Voilà, François Hollande. Oh putain, là j'ai le trauma du discours de François Hollande. Mais du coup, c'est les deux conditions qui sont quand même posées à Terry Gilliam finalement pour qu'il puisse réaliser le film. Et Terry Gilliam, il est en mode ah, en fait, non, les frérots, ça va pas être possible. Genre, on avait fait chier pour Brésil. En fait, en vrai, seulement les histoires, effectivement, par rapport à la version finie, à votre cut, effectivement, à votre version finalement que vous avez proposée en salle pour le public américain et à ce que je voulais proposer, c'est hors de question. Donc, s'engagent quand même des pourparlers finalement qui vont quand même durer un petit moment finalement avant que les deux parties puissent tomber d'accord. Et donc, au terme de négociations, finalement, Terry Gilliam accepte de faire ce film-là avec les deux conditions qui ont été posées par Universal. Mais en fait, il va quand même réussir du coup à les contourner intelligemment finalement, donc pour proposer un film assez proche de ce qu'il avait pensé à la base, ou en tout cas finalement assez proche de ce que du coup on lui avait proposé, et en fait s'approprier un peu l'univers et le mettre à sa sauce. Ok, ouais, c'est vrai que c'est assez ambitieux parce que bon, 135 minutes, tu vois, alors c'est oui. pas grand chose. Bah, c'est vas-y, 2 heures, t'as tout pété, tu vois, alors, mais 2,15. 2,15. Mais après, il faut savoir que T'es la fort en durée. maths, toi. Voilà, c'est ça. Mais la durée d'un film aussi. Je saurais même pas sûr. Hein. Ouais, c'est ça. Mais la durée d'un film, en fait, en vrai, en moyenne, a plus tendance à tabler sur les 1h30, 1h40. Ouais. Et en fait, en vrai, finalement, du coup, Universal était dans une position. En fait, ils n'avaient pas le choix. Il fallait qu'ils proposent des films. Voilà, très formatés, et en fait on reste sur un format court. En fait, ils voulaient un truc très carré, et en fait forcément quand t'as un génie comme Terry Gilliam qui a envie de proposer beaucoup de choses et d'expliciter ton propos, tu prends 2 heures pour le faire, quoi. Au moins, et ça c'est que l'exposition. C'est ça. Brésil, les petits déboires qu'il avait avec Universal, mais on voulait parler aussi encore d'un autre film qu'il a fait. Effectivement. Donc, un de ses films, du coup, qui est aussi qui fait partie de sa filmographie, qui est très intéressant, très révélateur de sa relation très compliquée avec Universal, L'Armée des 12 singes, qui est un film très, très, très intéressant et que je trouve. Alors, petite histoire personnelle, du coup, je vais commencer par introduire le film de cette manière-là. Vas-y, let's go. Alors, il faut savoir du coup que Terry Gilliam, moi, je l'ai découvert avec ce film-là, L'Armée des 12 singes, quand j'étais gosse. Et alors, du coup, pour raconter un peu la manière dont je l'ai découvert, alors les vieux s'en souviennent sans doute, mais à l'époque où il n'y avait pas Netflix, il n'y avait pas Amazon Prime, il n'y avait pas Disney+,
plus. En fait, il y avait les systèmes du coup de location de films que tu avais du coup sur sur les box un peu internet, les forfaits internet. Ah, Tu où vois en la fait, télé- ouais, où tu vas dans les menus, Voilà, etc. menu, Tu vois, et alors. du coup, tu avais des films proposés. Et souvent, en fait, ils proposaient des bandes annonces de films, du coup, pour te hyper, pour te dire, ah putain, t'as vu, c'est génial et tout. Et moi, ce que je matais en boucle quand j'étais gamin, et je devais vraiment être au collège, genre début collège, voire même fin primaire. Et du coup, moi, ce que je matais à cette époque-là, finalement, c'était en boucle la bande-annonce de l'Armée des 12 singes. Et je comprenais pas l'histoire. C'était des boîtes de fuck. Même la bande-annonce était montée de manière, mais complètement, vraiment oufissime, mais vraiment Un peu porte-nawak, épileptique et tout, tu vois. Alors, épileptique, mais surtout, vraiment, il y avait cet aspect incompréhensible. Un truc qui a envie de te perdre, quoi. Exactement. Et moi, pour gamin, en fait, quand je matais des bandes annonces quand j'étais enfant, quand j'allais au cinéma, en fait, il fallait que la bande annonce soit limpide et décrive un peu l'histoire. Et avec une Terry voix off, voix tu off, vois, un peu alors. comme ça. Le film de l'année. Le film de l'année, ce qui est tout l'inverse. movie. Ouais, C'est ça. in the theater tonight, tu vois. C'est exceptionnel, c'est ça. exactement ça. Epic shit quand même. Et J'adore. du coup, cette bande-annonce, c'était tout l'inverse de toutes les bandes-annonces que j'avais connues à l'époque en étant gamin. Et ce film m'avait intrigué. Et il faut savoir qu'on n'avait pas la thune pour mater ce film-là à l'époque. Donc pendant littéralement genre 2 ans d'affilée, je matais cette bande-annonce en boucle. Et c'est véridique, hein, en boucle. Et en fait, j'ai maté ce film-là des années après quand j'étais rentré du coup au lycée. Ouais. Donc j'ai attendu des années avant de voir ce film avec ces images de bande-annonce. Donc clairement, mon imaginaire était, j'avais une idée bien préconçue, on pourrait dire ça comme ça, du film. Mais du coup, t'as pas été déçu quand Ah tu l'as mais vu loin de là, loin de là. Mais en fait, j'ai découvert. En fait, ça a été un horizon assez ouf en fait en vrai. Vraiment pour le coup, ça a été déjà ma porte d'entrée pour les films de Terry Gilliam, pour sa filmographie et pour un peu l'imaginaire du bonhomme. Et donc forcément Brasil beaucoup plus tard aussi. Et j'ai vraiment, mais loin d'être déçu. Voilà, c'est pour un peu l'aspect personnel du coup que j'ai avec ce film-là. Bah, je pense qu'en plus, c'est vrai que ça fait un peu partie des films qu'on voit au tout début. Tu vois Clairement. ce que je veux dire? Ouais. Tu vois, alors c'est plus antérieur à notre époque. Exactement. Tandis ouais. que, bon, tu te dis un Brésil, oh, c'est un peu vieux, quoi. Mm. Tu vois, ou même les ponts de Monty Python, tu vois. Alors, C'est déjà effectivement plus compliqué finalement je veux dire pas à vendre un peu comme ça, mais du coup c'est un peu à à hyper quand t'es jeune et tout, tu vois. exactement, Alors. à s'immerger dedans finalement quand t'es un peu plus jeune, c'est un peu plus compliqué. Mais pour revenir à ce qu'a dit Clément, l'armée de 12 singes est vraiment très révélateur du conflit qu'il a eu avec Universal, parce qu'à la base c'est même pas c'est même pas son projet. En fait, l'idée de départ, c'était en gros un remake du film La Jetée. Mhm. Donc en gros l'idée, c'est le producteur exécutif Robert De Chris Marker. ouais, exactement, de Chris Marker. Et du coup, c'est Chris Cosberg qui voulait faire un remake de ce film-là. Un autre Chris. Ah, exactement, toujours les Chris, ils sont tous les coups. Et il voulait faire ce remake-là. Et en fait, il a glissé l'idée, justement, finalement, il a réussi à introduire l'idée chez les cadres exécutifs d'Universal pour faire ce remake-là. Sauf qu'Universal, ils sortaient d'une période un peu compliquée. Ils avaient fait Waterworld en 99, du coup, en fait... Non, ils avaient fait Waterworld en 95, pardon, Mhm. qui était un échec commercial, Un gigaflop. un gigaflop avec Kevin Costner, et qui leur a coûté vraiment pas mal d'argent. Ouais, beaucoup de thunes. Beaucoup de thunes. Alors du coup, Universal était Un enfer de prod. en enfer de prod. Bon, ça, peut-être dans un prochain épisode, on s'attardera dessus. Mais du coup, précisément, du coup, c'était catastrophique. Et financièrement, du coup, Universal était dans la merde. Enfin, relativement dans la merde, au point finalement d'être assez regardant sur les gens chez qui ils vont aller pour faire des films. Et en fait, ils se disent, putain, mec, La Jetée, c'est quand même un film déjà un peu très particulier, finalement, donc assez. Pour plaire à un grand public, ça va être compliqué. Quel réalisateur, finalement, on va pouvoir décocher, finalement, pour faire ce fameux remake? Michael Bay? Michael Bay, eh ben non, tout perdu. Ah on, merde! on a un Américain qui s'est un peu exilé un peu partout en Angleterre, qui a fait des films avec des Anglais un peu bizarres, etc. Finalement, Ah. il se trouve que du coup, il s'appelle Terry Gilliam. Et il se trouve que ce Terry Gilliam, finalement, il n'est pas spécialement fan d'Universal non plus, à cause, on en parlait avant, Bah. Brasil. Voilà. Et let's go! Et Exactement. du charcutage. D'ailleurs, bizarre Exactement. qu'il ait contacté pour ça, quoi. Mais Ouais, justement, parce que le projet en fait de ce film-là était déjà tellement particulier qu'ils n'avaient pas le choix. Il fallait un réalisateur avec une vision assez novatrice et très aussi particulier, aussi singulière. Et voilà, pour moi, c'est typiquement Terry Gilliam. Singulier, particulier et imaginatif, c'est Terry Gilliam. Et casse-couille pour les studios. Casse-couille pour les studios, il fallait. Mais c'est ça, en fait, on parlait d'amour vache un peu, mais du coup, c'est beau ça. C'est vraiment ce côté un peu. Vraiment. Je t'aime, moi Je non t'aime, plus. voilà. En fait, en vrai, je te déteste, mais du coup, je t'aime quand même quand il faut faire des gros projets. Et puis, on sait qu'on va quand même aboutir à un truc ensemble. Donc, c'est Universal, le Terry Gilliam. Ouais, les meilleurs ennemis, quoi. Tu vois, Exactement, alors, exactement. Donc, il se trouve que alors, Universal va quand même contacter Terry Gilliam pour faire le film. Et donc Terry Gilliam au début il est vraiment pas chaud parce que quand il est sorti de l'expérience de Brasil, il avait vraiment envie d'en finir avec ça, de vraiment pas refaire des films avec ce studio-là précisément. Et de manière générale, pas être dans l'industrie hollywoodienne parce que ça l'avait fatigué, ça l'avait éreinté aussi bien physiquement que mentalement. Universal, ils ont sorti une grosse carte. Ils ont dit, mec, on va te faire un budget de 29,5 millions de dollars pour faire le film.
Mhm. Donc c'est quand même relativement conséquent. Mais on va quand même poser 2 conditions sine qua non. La première condition, c'est que le film ne doit pas dépasser les 135 minutes. Parce qu'effectivement, Terry Gilliam était quand même assez réputé finalement pour faire des films quand Un même peu dans la longueur, à la etc., longueur, tu mais vois. parce qu'il devait quand même étayer son propos, ce qui était quand même voilà, finalement donc, assez distinctif. Et il doit être ce qu'on appelle aux États-Unis rated R, c'est-à-dire qu'un mineur de moins de 17 ans pouvait aller le voir. Donc, c'est deux conditions quand même assez compliquées parce que Terry Gilliam, finalement, c'est un mec qui est quand même est réputé finalement pour vraiment se battre jusqu'au bout pour faire les films dont qui lui parlent vraiment. Mais surtout sa vision, c'est-à-dire qu'il va pas vouloir entériner sa vision Exactement. pour de la thune, quoi. Exactement. En tout C'est un cas, mec pour faire qui met plaisir aux voilà, gosses, quoi. l'aspect financier finalement, c'est quelque chose qui est très secondaire pour un mec comme Terry Gilliam finalement parce que c'est la vision créative qui prime le plus. Donc c'est un mec effectivement qui va vraiment se permettre un peu toutes les choses effectivement pour montrer à l'image ce qu'il a envie de faire. Et forcément dans une logique de studio c'est compliqué, mais il va quand même finir par accepter. Donc se lance le tournage le 8 février 95 à Philadelphie et alors, notamment en Philadelphie mais aussi la ville de Baltimore. Mhm. Donc pour démarrer le tournage. Et en fait, il faut savoir que, comme d'habitude, en fait, Terry Gilliam, en fait, il a à la fois cette malédiction, enfin, il a à la fois ce côté, il affronte les studios, mais il a une malédiction qui est quand même assez connue aussi, c'est que tous les tournages de Terry Gilliam, quasiment tous, sont vraiment bordéliques et sont vraiment imprévisibles. Bah, apparemment, Brésil, ça a été. Ça a Tu été. vois, alors, mais je crois que c'est plus venu dans les années 90, Ouh. 2000, tu vois, alors, où il Et y a ben, un peu du coup, plus. c'est là que c'est encore plus intéressant parce que l'armée des 12 singes va lancer du coup cette fameuse malédiction de Terry Gilliam qui va galérer comme un fils de pute pour faire God damn. ces tournages. Et donc à peine. Ça, c'est Sitchin Steinberg, là, il lui a jeté le Voilà, mauvais œil, le là, mauvais tu vois, œil, alors. effectivement, il l'a regardé un peu comme ça, finalement, avec ça, et karma, chatam, dans ta gueule, tu vois. Et donc, le tournage à peine entamé, finalement, du coup, c'est la catastrophe, parce qu'il y a plein de problèmes techniques, logistiques et prévisionnels, effectivement, qui viennent donc entériner, alors pas définitivement, mais qui viennent effectivement mettre des bâtons dans les roues au projet. Notamment, dans un premier temps, finalement, des conditions météo, finalement, donc assez compliquées, notamment hivernales, qui vont ralentir la production pendant un petit moment. Donc, qui vont la décaler de quelques jours. Donc, et du coup, ça va être un peu compliqué parce que le planning d'Universal était assez serré. Donc après aussi, il faut savoir que le froid a provoqué des soucis techniques et mécaniques, notamment finalement pour des rouages et pour des aspects. Alors en fait, Pour le gros œil, c'est ça, tu vois, alors. et j'allais y venir exactement. Ouais. Ah, Ah. rebondissement. En fait, notamment au début du film, on a un mécanisme du coup. Donc en gros, c'est la partie où la ville est vraiment complètement détruite, la partie post-apo. Où en fait, en vrai, du coup, le personnage de Bruce Willis est donc interrogé par les scientifiques et t'as un espèce de gros mécanisme un peu comme ça avec des branches un peu comme ça, donc vraiment mécanique en fer avec des écrans de La télévision. machine à torture, tu La vois. alors, machine à tu te dis, torture brr. complètement, bah déjà, finalement, j'allais dire déshumanisée, mais qui n'a rien d'humain, du coup, pour vraiment, voilà, la froideur mécanique. Et en fait, c'est un mécanisme en fait qui a été quand même assez conséquent, finalement, qui a coûté le plus cher au studio à fabriquer. Désolé. Ne meurs pas, Voilà. ne meurs pas. J'ai pensé à cette machine-là, j'étais tellement dans le. Mais donc ça a coûté. Alors paradoxalement, c'est ce qui a coûté le plus cher au studio et c'est le premier truc qui a foiré. Entre guillemets, qui a le premier souci technique, effectivement, c'était ça. Et en fait, le froid a créé des soucis au niveau des rouages et au niveau des articulations qui ont fait que en fait, la machine a dû être réparée. Et du Ouais, à coup, ça maintes a pris reprises, à maintes etc., reprises, tu vois, alors. effectivement, pendant le tournage et du coup, ça a été assez compliqué. Il y a aussi des soucis effectivement sur l'aspect logistique parce que du coup Terry Gilliam voulait tourner d'abord effectivement de manière classique, de manière non linéaire, mais il s'est rendu compte enfin de manière linéaire du coup pour expérimenter. Voilà, je le corrige. Mais en fait, il s'est rendu compte qu'effectivement c'était beaucoup trop compliqué et en fait il a pris du retard sur les jours de tournage prévus en retournant enfin, il a fait des reshoots de manière non linéaire justement. Donc Universal s'est aussi beaucoup battu avec lui finalement parce que c'était quand même assez catastrophique. Bon, parce Il qu'il est voulait un peu casse-couille en même temps. Il est Tu vois, casse-couille, mais en alors, même temps, il a aurait dit. dû mieux gérer. Enfin, si je dois prendre le parti de Universal, c'est en mode, bon, il aurait dû gérer un peu mieux, tu vois, alors, son Exactement. planning de tournage, machin. Donc tu vois. voilà. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, rien à voir, mais du coup, il a été victime d'une chute de cheval pendant le tournage. Voilà, de manière complètement. Alors que c'est même pas apparu à l'image en Mais plus. je sais Hein. pas, tu vois, alors, mais c'est pour ça que tu m'avais raconté ça l'autre jour, et j'étais là en mode, mais en fait, on le voit pas. Et Ouais. surtout, qu'est-ce qu'il foutait au-dessus enfin, sur un Un cheval, cheval, quoi. Et ben ça a pas apparemment, vraiment de finalement, sens. du coup, il était à cheval. Et justement, finalement, du coup, il a fait Même une dans chute. Sacré Graal, il n'y a pas de cheval. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais peut-être que c'est une référence à Sacré Graal. En fait, c'est dit, mec, nostalgie des premiers films, tu vois. Vas-y, go. Non, mais c'est un excès d'orgueil, mec. Tu Ouais, vois, alors, c'est il ça. s'est dit, Il ah, voulait maintenant, en j'ai mettre- un truc pour avoir un cheval, tu vois. Maintenant, Voilà, j'en mets un. exactement. Voilà, la petite bière là.
Ah. Exactement. Bah, il fallait un petit peu se désaltérer du coup. Donc, c'est plein de petits soucis techniques effectivement, donc et logistiques qui ont amené des retards sur le planning. Et par rapport au froid aussi, j'ai entendu dire que apparemment il y avait des gens, ils avaient chopé le rhume et tout en Ouais, plus. Hein, bah, donc, même la grippe. la grippe, putain, exactement c'est- finalement. Donc Oh mon Dieu. ils ont été c'est- voilà. donc Mais, il y a eu des soucis, tu vois. il y a eu pas mal de... mais mes premiers degrés, il y a déjà des acteurs effectivement. Non mais là, il déconne, mais vraiment. Franchement, il y a un ton ironique, c'est en mode tu chopes un rhume, c'est un problème, Ouais, frérot, bah tu oui. prends un Doliprane, un truc comme ça, tu vois, alors. Non, alors, Ou un premier degré. lysopaïne. Premier degré, il y a une partie technique en fait à cause des conditions météo en fait on a qui a chopé justement la grippe et en fait on a une bonne partie n'est pas forcément tout le temps présent sur le monde du tournage, donc vraiment ça a été le tournage de l'enfer pour Terry Gilliam. À cause d'un rhume. Lol, franchement, ils doivent rigoler avec Ouais. le Covid, Ouais, tu vois. C'est alors. ça, c'est un peu ça du coup. Je reviens un peu à ce qu'avait dit Adrien par rapport au décor justement. On parlait de l'aspect plastique des films. Alors ce qui est hyper intéressant finalement c'est Analogique. que de quoi Analogique aussi. analogique. Alors analogique dans quel Bah, dans le sens analogue de- qui. Vas-y, Oui, parle. vas-y, c'est détaille, bon, on- Pas d'effet numérique. Oui, voilà, oui. Alors ça, c'est très distinctif de Terry Gilliam, effectivement, c'est qu'il y a un aspect maquette et plastique qui est très présent, et on le retrouve justement dans l'armée des 12 singes, avec en gros des décors désaffectés qui ont été choisis justement spécifiquement décors réels, tournés justement du coup, et c'est hyper intéressant, notamment à Baltimore pour la séquence de l'aéroport, et après finalement Philadelphie pour la séquence de l'hôpital psychiatrique. Et en fait, du coup, c'est intégralement quasiment que des décors réels. Enfin, quasiment presque pas tourné en studio. Donc c'est une volonté de Terry Gilliam, donc c'est quand même assez cool aussi. Donc ça restitue une ambiance aussi qui est beaucoup plus proche, plus prenante aussi, je trouve. Il n'y a pas un côté artificiel. On y n'est a pas pas dans de Brésil. Numérique, ouais. Voilà, numérique, il n'y a pas un côté artificiel, j'allais Mais dire même ça le comme côté ça. décor, comme dans Brésil, est moins présent vu que c'est des vraies villes. Quoi. Oui, voilà, c'est Mm. ça quoi. Mais du coup, en fait, il a la enfin, du coup, c'est quand même assez bien amené. Et en Et il fait, y a son style quand même qui est présent. il y a conscience qu'il est présent. Et du coup, c'est une capacité aussi de Terry Gilliam de s'approprier en fait des choses. Bah, du coup, il y a le côté plastique est un peu moins présent par rapport à Brésil, mais sur des décors effectivement qui ont été choisis par la production et par Terry Gilliam, il a quand même restitué Ok. une patte qui lui est propre. Ouais, ou des trucs intérieurs, on y retrouve quelques trucs de steampunk un peu aussi. steampunk. Bah, la séquence, enfin en gros la première séquence justement du coup avec les scientifiques du coup qui Ouais. interrogent le personnage James Cole qui est joué par Il y a des Bruce tuyaux. Willis. Et tuyaux en fait, c'est Et- pas anodin de dire ça, mais je pense qu'effectivement il y a aussi une référence à la fois à Brésil. Non, mais il y a Je un pense petit qu'on peut- kink avec les Voilà, tuyaux. ouais, je pense qu'en fait il devait être plombier dans une autre vie, c'est ça le. Ouais, les gars des sûrement. tuyaux, c'est Guillaume et Genet, quoi. C'est quoi Ouais. Guillaume et Genet. Putain, Guillaume, c'est- ouais, c'est vrai. Et. Et ouais. Exactement. Bah, ça, on pourrait y venir peut-être plus tard, ça. Oui. Oui, baguette. On a parlé un peu des décors justement du Tuyaux. tuyaux. Je suis en train de m'abreuver d'une petite bière. Ouais, exactement. Alors on parlait des lieux justement, que ce soit les lieux, enfin, du coup les lieux des affaires, en gros les lieux choisis pour le tournage. Mhm. Et en fait du coup ça a beaucoup joué. Et en fait exceptionnellement, et ça c'est assez rare pour le dire, mais c'était une sortie qui a été réussie pour Terry Gilliam quand le film est sorti au cinéma. Alors donc la production compliquée, le film s'en sort quand même, il s'en sort dans les temps. Vraiment, il était tourné vraiment dans le délai finalement qu'Universal avait proposé. Donc, pas de dépassement de budget. Pas de dépassement de ou des budget, trucs pas de comme ça, dépassement tu vois, effectivement comme ça, donc il a réussi à rester dans les clous, donc ce qui est quand même assez voilà, significatif. C'est aussi un peu sa signature Ouais. à lui. hein, Ouais, non, mais euh, ça comment, ouais, c'est un mec, c'est commando quoi. C'est le mec, il sait ce qu'il veut, mais franchement, le mec, il le fait de manière assez carré. quoi, tu vois. voilà, il y va à fond, tu vois. Et en fait, du coup, là, on va être un peu sur la partie, du coup, un peu les chiffres et tout. Donc, le long métrage a quand même engrangé plus de 150 millions de dollars de recettes. Donc, dont 57 141 459 dollars rien qu'aux États-Unis sur le box-office mondial. En France, quand même, et c'est assez rare pour un film effectivement américain dans mi-90 comme ça, mais il a quand même engrangé plus de 2 287 000 entrées sur le territoire français. C'est pas mal du tout. hein. C'est C'est vraiment beaucoup. pas mal, hein. Ah bah, alors qu'il y a une Ouais, moyenne c'est de beaucoup. films effectivement pour beaucoup de films américains à C'est l'époque. 1 million. Alors un on truc parle comme pas ça, des tu gros vois. budgets, on parle pas des triple A, mais je te parle effectivement des films aussi, tu vois, genre. Un peu plus d'auteur, etc. Bah, tu vois, c'est alors. la catégorie non, mais même plus en fait, c'est les films moyens, c'est-à-dire que c'est pas les films indépendants, c'est pas les gros budgets, mais c'est les films moyens américains. Intermédiaire un peu comme ça. Un peu quoi. intermédiaire, Ouais. c'est une catégorie de films qui existe de moins en moins maintenant, mais du coup en fait en vrai, ils avaient tendance à engranger 12 millions d'entrées en fait en vrai sur le territoire, enfin même pas 12 millions, oh, je me suis trompé, oula, j'ai grossi le truc, 12 000 entrées, donc voilà, sur les 20 000 effectivement, 20 000 entrées, voire des fois effectivement un petit peu plus, Ouais, c'est pas beaucoup. Hein. 100 000 effectivement, enfin en gros c'est sur une fourchette entre 100 000 et 20 000 entrées effectivement en France. Bah, après, peut-être que la question, c'est de savoir aussi c'est qui le distribuait. Quoi. Voilà, c'est ça. Mais après, effectivement, voilà, c'est les distributeurs, il y a aussi plein de paramètres. Mais franchement, honnêtement, 2 287 000 entrées franchement en France sur le territoire français. Moi, je trouve ça vraiment assez impressionnant. Et c'est un film qui a récolté beaucoup de critiques positives de la part, du coup, à la fois de la presse et des spectateurs.
Et donc c'est un succès qui lui a quand même permis de repartir avec quelques récompenses, notamment finalement donc le Saturn Award du meilleur film Ok. de science-fiction qui était sorti à l'époque. Il y avait aussi, alors là c'est pour le côté anecdote, mais du coup le Saturn Award des meilleurs costumes confectionnés donc par Julie West qui était la costumière de l'époque sur le Big film. up à elle. Hein. Voilà, big up à elle. Elle a vraiment grandement participé justement finalement au succès du film. Faut le dire aussi, les petites mains. Voilà, exactement. Alors, il a été sélectionné pour les Oscars, mais il est reparti bredouille. Voilà. Il a été sélectionné déjà, c'est pas mal. Hein. Voilà, c'est déjà pas mal. Alors, il faut savoir que Brad Pitt, pareil, il a été sélectionné pour les Golden Globes pour le meilleur second rôle. Il est reparti bredouille, mais il a quand même. Alors, si je dis pas de bêtises, il recevra quand même le Saturn Award du meilleur second rôle pour la catégorie meilleur second rôle. Voilà. Simple, efficace, bam. Exactement, tu vois. Non, ça voilà, il est quand même, il est parti avec une petite récompense, c'est cool. Donc le pari d'Universal, il s'est quand même révélé être gagnant. Donc franchement, voilà, c'est quand même assez cool par rapport à Terry Gilliam. Et donc il faut savoir aussi que le scénario du coup qui a été écrit par David et Janet donc Peoples, il s'appelle vraiment comme ça. Hein. Genre personne, quoi. Voilà, leur nom de famille c'est personne. Et ils ont déjà eu l'occasion de travailler sur la thématique de la science-fiction avec le film Blade Runner. Ah, donc en fait, d'accord. on associe quand même un cinéaste hyper inventif avec donc deux scénaristes quand même très créatifs et surtout en fait en vrai genre très minutieux dans leur travail. Donc franchement, moi je dis c'est quand même des associations qui font plaisir. Ouais, c'est une bonne. Ouais, on m'a dit, il s'est entouré des bonnes personnes, quoi. Exactement. Et donc franchement c'est un succès, là on est vraiment sur le succès critique et commercial du film qui est quand même assez conséquent, donc c'est plutôt cool. Et en fait les thématiques abordées par le film en fait sont très révélatrices en fait des obsessions de Terry Gilliam. En fait on en parlait un petit peu avant avec Brasil. Je pense qu'effectivement dans ce que je vais dire tu vas trouver un écho Adrien avec Brasil aussi. En fait on est quasiment sur la thématique du rêve. Donc vraiment, et en gros finalement on est sur une thématique aussi très intéressante, c'est aussi le poids que l'imagination et surtout en fait quel poids ça va avoir sur la perception qu'on a du réel en tant qu'individu. Ouais. Alors il y a notamment effectivement donc alors c'est l'aspect le plus évident, ça vient du fait que le protagoniste principal donc James Cole, le nom du protagoniste c'est James Cole, joué par Bruce Willis, est amnésique. Donc il a aucun élément de son passé qui est détaillé au spectateur. Il n'y a pas le souvenir, quoi. Tu vois, Il n'a pas de souvenir, effectivement. Et en fait, le seul aspect qui revient en fait sous forme de flashback assez régulièrement, finalement, qui est ponctué narrativement dans le film, c'est une séquence où on le voit enfant. Et en fait, finalement, il a le souvenir d'une personne qui est assassinée devant lui. Et du coup, en fait, c'est le seul souvenir qui va servir à caractériser le personnage principal. Et donc, en fait, il est amnésique, il a aucun souvenir de ce qui se passe. Et donc, on a assez peu d'informations sur les personnages et en fait ce manque d'informations paradoxalement ça sert à créer une forme d'empathie où du coup on va apprendre à connaître le personnage au fur et à mesure que le film avance, donc on peut soi-même en tant que spectateur superposer en fait en vrai une partie voilà je sais pas comment dire exactement. Bah non mais en gros c'est tu vois alors par les yeux de Coyle ouais. Et ben c'est le on découvre un truc, l'intrigue. Il est un peu voilà, voilà il introduit en fait l'univers du film en fait et ça qui est intéressant c'est qu'en fait James Cole va introduire de par le fait qu'il ne connaît pas lui-même effectivement donc cet univers là et du coup ça crée une forme d'empathie parce que du coup on apprend à connaître l'univers en même temps que le personnage principal, donc c'est très intéressant. Et donc un des premiers éléments significatifs du film est le fait que le personnage du coup il est amnésique et surtout en fait il va se baser sur un souvenir précis et qui revient sous forme de rêve. Donc en fait la manière dont il va revenir de manière assez ponctuelle dans le film, c'est sous forme de rêve. Comme on avait dit avant avec Brasil, voilà, le rêve, l'imagination. Et du coup, pendant le film, on va pas savoir si c'est réel ou pas. Si effectivement, en fait, en vrai, il imagine. Enfin, si c'est lui qui imagine voilà, tout ça, ou s'il débloque, si effectivement, en fait, en vrai, il invente complètement ce truc-là, et du coup, en fait, on n'est pas censé le croire. Ou si en fait, il a raison, et tous les personnages présents dans le film ont tort, et du coup, c'est un peu pareil. On revient à l'autre thématique assez importante. En fait, c'est l'affrontement d'un individu par rapport à une société finalement qui a une vision très précise des choses. Et c'est là, en fait, c'est intéressant parce que quand on en parlait avant d'enregistrer tout ça, là, c'est Clément qui parlait un peu du côté complotisme et de qui croire, la crédulité. En gros, est-ce qu'on doit croire un personnage complètement délirant? Et si c'est le cas, tu vois, alors bah. Mais qu'on peut rattacher au côté rêve qu'il peut avoir à chaque fois, Ouais. que ça soit dans Brésil ou dans l'Armée des 12 singes, parce que il est là, il est manipulé de toutes parts et il essaye de s'en sortir. Mais du coup, est-ce qu'il est dans le rêve ou dans la réalité? Est-ce qu'il se pose trop de questions pour des choses ou pour rien? Dans le fantasme ou Dans le pas. fantasme Exactement, ou ouais. pas? Et du coup, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'il veut nous dire, Terry, quoi.
Ouais, c'est ça. Et- On a un peu cette vision-là de l'individu paranoïaque qui sait plus vraiment à quoi se fier par rapport à une société ou par rapport à une structure d'individu finalement qui veut le manipuler. Et en fait, un truc très intéressant dans le film, c'est que la manière que cette structure elle a pour manipuler en fait le personnage, c'est qu'en fait elle va le ramener à une animalité, à un côté primitif. Notamment au début du film, en fait, en vrai, les personnages, en fait, quand on le voit, quand il est choisi par les scientifiques, en fait, en vrai, l'aspect introductif, en mode avant de t'envoyer dans le passé, mec, on va t'expliquer un peu la mission. En fait, il est genre avec un espèce de vieux pyjama comme ça dans une cellule un peu comme ça crasseuse. Mhm. Et en fait, face à des scientifiques qui en fait caractérisés et va par la machine. Du coup, Mhm. on a l'aspect déshumanisé effectivement en fait d'une élite en fait qui c'est un peu qui a ce côté c'est voilà qui déshumanisé qui en fait va dire en fait on est supérieur à toi, tu t'as en fait t'es même pas T'as un rouage, t'es un voilà, tu rouage vois, du alors, bon. système en fait en vrai et pour te ramener à ça on va te ramener à la condition animale on va te même t'as un vieux pyjama éclaté au sol comme ça nous on est quand même voilà on est habillé en scientifique donc c'est quand même voilà une On figure mélange, de pouvoir on une mélange pas les autorité. torchons et les serviettes. Exactement, une figure d'autorité un peu comme ça, donc voilà. Et on le ramène à travers effectivement cette figure de la machine un peu comme ça, donc vraiment qui va choisir tel ou tel humain qui est digne ou pas d'accomplir la mission. Et après, donc cette séquence-là, finalement, au début du film est très importante, surtout qu'après, finalement, il y aura un écho, à un moment, finalement, dans le film. On va voir un zoo, du coup, en fait, en réel, des animaux de zoo qui vont s'échapper. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, ils vont s'immerger progressivement finalement. Donc en fait, ils vont s'échapper dans la ville. Et ce qui est intéressant finalement, c'est qu'on a un peu ce rappel-là finalement par rapport à l'aspect primitif où le personnage de James Cole, il va dire, enfin, il va être là finalement en mode, en fait, je veux me saisir de cette animalité, de ce côté primitif, pour dire qu'en fait, en vrai, finalement, en fait, je vais l'affronter et en fait, en vrai, je suis, voilà, je vais surmonter l'image en fait, enfin vraiment. D'animal comme ça qu'on me superpose dessus en fait en vrai pour vraiment saisir mon destin et vraiment accomplir ma propre mission. Mhm. Parce que rapidement dans le film, en fait, ce qui va se passer, c'est que James Cole va dire ah fuck it, genre les gars, maintenant avant tout, en gros finalement, je vais avant tout, enfin en priorité finalement, je vais expliquer, j'ai essayé de comprendre ce qui m'arrive plutôt que d'accomplir une mission finalement qu'on m'a confiée bêtement sans me poser des questions. Et du coup, ça passe par cette image-là finalement vraiment enfin vraiment finalement genre je me saisis un peu de l'animalité si je peux dire. En tout cas, moi je le vois, je l'ai vraiment vu comme ça dans cette Et séquence-là justement. Ouais, bah ouais. il y a même un truc un peu enfantin là derrière où un truc, on peut revenir sur le grotesque un Mhm. peu en parlant de ça. Genre, il y a quelques télés qui sont présentes dans le film et en fait, à chaque fois, c'est des dessins animés Mhm. Ah, et Dans ouais, ouais, des ouais. trucs dans de. l'hôpital psychiatrique. Ouais, Et en et plus, puis c'est même dans les maisons et tout. ouais, Et genre, c'est des dessins animés un peu à la mode le Netoon, c'est tout quoi. Et en ouais, fait, c'est que des animaux qui sont présents. Et, un peu le exactement. côté grotesque, il y a Woody Woodpecker, des trucs comme Exactement, mais ça quoi. toujours des figures animales. Et du coup, Ouais. en fait, on en revient à ça. Et ce que je trouve encore Et plus intéressant, enfantine. enfantine, et ce que je trouve super intéressant par rapport à ça, c'est qu'en fait, on les voit surtout dans la séquence de l'hôpital psychiatrique, Mm. au moment finalement où du coup, le personnage de Bruce Willis va rencontrer Brad Pitt, qui lui, en fait, un activiste en fait écologique, qui est en fait, en vrai, pour résumer un peu de manière succincte, en fait, et en fait, bon, pas, je dirais pas enfermé, mais institutionnalisé du coup dans cet hôpital. Mm. Et en fait, il va finir par formant. Enfin, c'est là une des premières pistes du personnage, en fait, en gros, finalement, par rapport à ce virus-là. Enfin, en gros, le virus qui va détruire l'humanité. Et il pense au début que c'est le personnage de Brad Pitt qui est responsable, sauf que pas du tout. Mm. Et ce qui est intéressant, on voit des télés comme ça, comme tu disais, avec des animaux un peu comme ça, en mode Bugs Bunny, un peu en mode Ouais. Looney Tunes. Et en fait, les personnages présents dans cet hôpital-là, c'est un peu la figure du fou. C'est un peu la figure justement des gens qu'on va mettre un peu de côté au banc de la société. Et ce que je trouve super intéressant, c'est qu'au final, c'est des gens qui sont étonnamment très lucides, notamment, et par rapport justement au personnage de Brad Pitt. On voit ça. C'est quelqu'un d'extrêmement lucide, mais paradoxalement, et je pense qu'en fait, Terry Gilliam, il a voulu se mettre un peu en scène à travers ça aussi. En fait, il a voulu se dire, peut-être. Alors moi, je le Moi, vois je sais comme... pas, je t'avoue Bah, moi, je que. le vois un peu comme ça. Je pense qu'effectivement, après, alors, peut-être que c'est un peu limite, un peu côté, ah, regardez-moi un peu comme ça. C'est un peu over the top, je sais pas. Mais par contre, moi, je l'ai vraiment vu comme ça. Genre, vraiment, en tout cas, la figure du créateur, de l'artiste, en fait, est mise au banc de la société. Et pour moi, c'est vraiment cette figure un peu comme ça, du fou, entre guillemets. On la voit vraiment dans cette séquence-là, finalement, du coup, de l'institution Ouais, psychiatrique. ouais. Et il y a un peu ce côté-là. Et je pense que Terry Il est Gilliam, enfermé. et voilà, il est enfermé dans son truc. Et en fait, voilà, il est enfermé dans la folie, dans l'absurdité, mais d'un côté, il est enfermé dans le côté rationnel de ce que les studios vont plus vouloir lui imposer, dans une vision aussi, voilà, très normée, etc., tu vois, qui correspond pas du tout, en fait, à son imagination, à ses envies créatives. Donc, moi, je pense qu'effectivement, cette séquence-là, finalement, elle est assez révélatrice de comment lui se voit à travers, effectivement, voilà, l'absurdité du monde moderne. Et voilà. Donc, on est vraiment dans cette vision-là.
Et voilà, écoute, on est sur. Voilà, on est sur. Bon, je trouve que c'est bien résumé c'est un bon résumé du film. Voilà. Enfin, en tout cas, un bon résumé, un costaud résumé Voilà, du film. costaud résumé. Et puis J'ai essayé de l'analyse en plus, elle est pertinente, je trouve, tu vois. Alors. J'ai essayé de synthétiser et en fait, je pense que pour le coup, moi vraiment cette partie, en fait, la manière que les élites elles ont à renvoyer justement sur le côté, en fait, on va pas les prendre au sérieux. En fait, on les renvoie finalement à quelque chose de très primaire. C'est comme des zones de Cro-Magnon, quoi. Bah, de toute façon, c'est une régression. c'est une régression. Après cet acte-là, après cet événement-là, bah, on ne sait pas ce qui s'est passé. En fait, on n'est pas plus renseigné. Mhm. On sait seulement qu'il y a en fait l'attentat, le fameux attentat, c'est juste des personnes, des spécistes qui ont Mhm. décidé de lâcher les animaux pour leur rendre la liberté. Ouais. Et à contrario, ce qui se passe, tu vois, alors en conséquence, c'est en mode, bon bah en fait, c'est les hommes qui deviennent parasites de la terre. Ouais. Et en fait, c'est ça, tu vois, alors c'est l'événement. On sait pas d'où il vient, mais par contre, on sait que c'est à ce moment-là qu'il y a eu le retournement. Et en fait, Ouais. tout le film, on dit, genre, c'est une course contre la montre, en mode, on sait pas, voilà, dadadi, dadada, tu vois. Et c'est ça, il y a un truc que je trouve très marrant aussi, parce que je pense que la fin de l'Armée des 12 singes, si on la compare à la fin de Brésil, je Mhm. trouve que l'Armée des 12 singes est étonnamment plus optimiste, même si le personnage meurt à la fin. Mais pour une raison que je trouve assez significative. À la fin, il se trouve que la piste des activistes, du coup, spécistes et écologiques se révèle être fausse. Donc, le personnage de Bruce Willis va découvrir, en fait, que c'est un scientifique qui, en gros, a relâché le virus dans un aéroport. Oui, qui a pété son câble. Voilà, qui a pété son câble. Et du coup, le même aéroport, du coup, en fait, où lui-même était présent, donc il a assisté à sa propre mort en étant jeune. Et donc déjà, effectivement, donc, ce qui explique effectivement ces séquences de rêves et le fait effectivement finalement que ces souvenirs effectivement ont été un peu voilà très confus pendant très longtemps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, moi, c'est un individu qui, envers et contre tout, à qui on a dit pour ce n'était pas la vérité, c'était pas la piste à suivre et tout, qui a réussi de lui-même à décortiquer effectivement le vrai du faux pour arriver à ça. La question maintenant, tu vois, alors, c'est qu'en fait, c'est une boucle infinie. Ouais. Donc la question, en fait, dans le film, c'est qu'en fait, il n'y a pas de fin heureuse ou triste. Mhm. C'est que de toute façon, Bruce Mais Willis n'est pas mort. Voilà, mais sans être heureuse ou, ou négative, en fait, je trouve que c'est une fin plus optimiste, même si la fin. En fait, elle est neutre. Je trouve que c'est une fin Oui, assez il neutre. y a une neutre. Elle ouais. est mi-figue, mi-raisin. Mais en fait, Mais c'est là vrai où que- il y aurait la différence, c'est si le gosse aurait compris ce que allait dire le Mhm. gosse devenu Oui. adulte, donc Bruce Willis. Tu vois, alors, en fait, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de prévenir Oui. et de dire rappelle-toi de ce moment-là, parce que tu vas y retourner. Et que à ce moment-là, il faudrait que tu fonces, Oui, mon gars, oui. tu vois. Alors, que là, Brad Pitt, c'est pas le souci, tu vois. Alors. c'est ça. Donc en gros, c'est ça, en fait, le film, c'est juste une boucle infinie. Tu Ouais. vois, alors, et tant Mais il que peut pas se terminer. il peut pas se terminer. C'est le serpent qui se mord la queue. Ouais. C'est imaginer Sisyphe heureux. Yes, mais c'est un schéma narratif que je trouve assez cool aussi, tu vois. Bam, il a voulu drop the mic, du coup. Tac. Voilà. Non, mais je Comme- trouve effectivement, mais je suis d'accord avec ça et je trouve que c'est. Alors oui, c'est une fin neutre, mais je trouve qu'effectivement, c'est une réflexion. En fait, c'est une évolution dans sa perception des choses. Et moi, je me dis que c'est quand même potentiellement un moment où Terry Gilliam était un peu plus optimiste, un peu, tu vois, genre par rapport à ce qu'il avait fait, les déboires qu'il avait connus avant. Le fait Mhm. qu'effectivement, peut-être il l'a fait, il avait peut-être une vision plus, comme je disais, plus neutre, plus nuancée, distancée par rapport. Plus assagi. Voilà, plus assagi, effectivement. Voilà, il était déjà pris un peu de l'âge aussi maintenant. On était en 95 à ce moment, donc je me dis qu'il devait avoir quel âge le Terry Gilliam là. 200 de plus. Ouais, disons plus. Donc attends, il avait quel âge quand il a fait Brésil Je sais pas. Il est né en 1940. 1940. Alors du coup. Calcul, Ouais. monsieur avec Ouais, des monsieur. chiffres. Vas-y, Monsieur chiffre. 55 en 95. Yes, Voilà. papa. Ouais, peut-être que voilà, une prise de. Alors je vais pas dire, j'aurais pas l'arrogance de dire une prise de maturité, mais je dirais un peu, voilà, une distance un peu plus, voilà, plus nuancée, plus posée, quoi. Voilà. C'est ça? Ouais, non, mais c'est Voilà, ça, t'as yes, raison. on a- J'avais un doute sur 1940, mais Pas- je l'avais une dit tout à l'heure. calculette, le Clément, c'est une calculette là. Voilà. Attention. Et il est doué. Mais voilà, du coup, et c'est ça qui rend le film très intéressant parce que quand on le replace dans sa filmographie, en fait, il faut le voir un peu comme une forme de conclusion, ou en tout cas, finalement, comme un avancement. Bah après, est-ce que c'est quand même son dernier grand film? Terry Gilliam, c'est aussi très vaste aussi parce que du coup, il a fait. En fait, je dirais pas que c'est un Guillermo del Toro, mais c'est un mec qui a fait beaucoup de projets de films qui n'ont pas forcément tous réussi à aboutir. Ou alors s'ils ont abouti, en fait, en vrai, c'est des films effectivement donc qui étaient un peu casse-gueule, qui n'ont pas forcément eu la forme à laquelle Qu'il aurait imaginé, voilà, quoi. qu'il avait imaginé à la base. Notamment, finalement, je pense qu'on peut citer je crois son film le plus récent, c'est Zéro Théorème, qui est sorti en 2014. Donc, c'est, je crois, alors, c'est son dernier film, si je dis pas de bêtises. Entre temps, il avait fait un film, effectivement, donc Les Frères Grimm avec Matt Damon, du coup, Ouais. et Heath Ledger.
Il y a l'imaginaire du Docteur Parnassus du coup qui était sorti à Avec Heath Ledger. Heath Ledger justement avant la tragédie de Joker, et un film qui était sorti en 98, Las Vegas Parano. C'est ainsi un très très grand film dans la Ouais, c'est vrai filmographie. c'est vrai que je l'ai un peu omis, alors qu'il est quand même vachement intéressant. Bah, je l'ai aussi un peu survolé, mais il est intéressant parce qu'il se base un peu sur les écrits de Hunter S. Thompson, qui est un journaliste américain qui a été actif beaucoup entre la les fin années des années 60 et 60, début des années 70, et qui a plus ou moins lancé le courant du journalisme gonzo. Donc, pour résumer très brièvement, finalement, c'est un peu c'est un journalisme vérité qui consiste à poser sur papier, finalement, de manière brute et sans artifice, vraiment les choses de manière concrète. Genre, vraiment, on va essayer d'être très cash. Voilà, c'est un peu Élise Lucet avant l'heure, quoi, tu vois. Ouais, Élise Lucet, ouais. Non, mais c'est la blague, c'est la blague. Mais dans l'idée, effectivement, c'est vraiment posé en fait en Le rêve. rêve de ouf. Ouais. Mais du coup, c'est posé en fait en rêve finalement. Voilà, c'est un journalisme un peu brut de décoffrage, quoi, qui a pas pour but de caresser l'américain moyen dans le sens du poil. Ouais, Et voilà. bah, surtout peut-être pour la contre-culture. Voilà, Enfin, ceux qui mais suivent la c'est- voilà. contre-culture, etc. Ouais, contre-culture qui a donné effectivement les mouvements beatniks et mouvements hippies après. Donc voilà, ça a été. Oh non, le beatnik, c'était quand même, c'était avant ça. C'était un peu avant. Ah oui, Ouais, c'était ouais, avant. c'est du années coup. 50. Mais du coup, ouais, après, le journalisme gonzo a aussi participé à l'avènement de la culture hippie auprès de la masse populaire, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, ouais, auprès du après, grand public, tu vois. Genre, surtout, c'est une forme d'information. c'est une C'est en forme mode. d'information, ouais. Déjà, en plus, tu vois, alors bon, là, on digresse un peu, Oui, tu c'est vois, vrai alors, mais qu'on est, surtout ouais. que, on va dire que en plus, période Vietnam, Oui. où l'information, justement, la télévision, on voyait les images, etc. Il y avait un accès à l'information qui n'était pas du tout contrôlé à l'époque par forcément le gouvernement et tout. Ouais, peut-être on revient en thématique là du coup de Brésil et de l'armée des 12 singes un peu. Continuez, Jackson, vous m'intéressez. Le contrôle de la population, le côté... Bon, on va pas dire que Terry Gilliam est complotiste, hein, mais que ces films en dépeignent un minimum. C'est ce qu'on disait avant. C'est ce que tu viens de dire du coup, Adrien, là, par rapport au contrôle de l'information, par rapport à ce qui s'est passé au Vietnam, par exemple. Quoi. Ah ouais, non, mais là, j'étais plus dans le côté en mode, bah, il n'y avait pas beaucoup de filtres. Oui, surtout. Oui. Et qu'en fait, ce qu'on voyait au Vietnam, bah, c'est pour ça qu'il y a eu autant de contestations à l'époque. C'est qu'en fait, on voyait, enfin, les reporters, ils envoyaient des images crues. Et en fait, Oui, parce qu'il n'y avait pas tout pour ce contrôle-là à ce moment-là. Ah, voilà, pardon, ok. Ouais, je suis fatigué, frérot. Sacrée carrière, hein, et encore là, bon, ça fait beaucoup de temps, mais je pense qu'on n'a même pas effleuré. Bah, déjà, on a effleuré que 3 films. Ouais, mais Voilà. c'est 3 films assez distinctifs voilà, de sa filmographie, assez révélateurs du personnage, je pense. On a effleuré, entre guillemets, du coup, un peu sa filmographie, mais il faut savoir que c'est un mec qui s'est battu pendant très longtemps avec, on disait ça avant que les studios, en fait, c'est un mec qui galérait beaucoup à produire, en tout cas à réaliser les films, finalement avec la vision qu'il voulait, enfin, vraiment qu'il avait pensé à la base. Et, mais c'est un mec, en fait, je pense que moi, il est un peu l'archétype, en fait, la figure du créateur qui a une vision, qui a surtout parlé un peu de la matrice du complotisme, mais je pense que moi, il faut aussi le prendre un peu, c'est un peu le créateur, le gars qui galère avec ses projets, et c'est l'archétype du malchanceux, quoi. Ouais, aussi. Moi, pendant très longtemps, finalement, quand on me parlait de cinéaste malchanceux, je pensais qu'à Terry Gilliam. Voilà, c'est vraiment le mec, effectivement, qui galère. Ouais, mais avec ça, ses c'est projets. Don Quichotte. Don Quichotte et tout, tu vois. Bon, après, hein, je trouve que surtout Terry Gilliam, à mes yeux, c'est surtout l'imaginaire. Et d'ailleurs, bon, allez, je digresse un peu avec le baron Munchausen, Ouais, vas-y, les vas-y. aventures du baron. Et bah, déjà, bon, j'aimerais bien le conseiller à tous ceux qui ont déjà aimé Brésil. Ouais. Ça, les gars, si vous l'avez pas vu, il faut que vous le regardiez. C'est vraiment un film toujours analogique, autant analogique, avec des décors de fou, et surtout avec toujours cette thématique du rêve, abordée à la fois de manière beaucoup plus enfantine et beaucoup plus légère, mais avec un sous-texte lié justement un peu à un syndrome de Peter Pan et à tout ce qui est, par exemple, la peur de la mort. Parce que ce film parle aussi de ça, les aventures du baron Munchausen, et c'est superbe. Que ce soit la musique, et si vous voulez voir Uma Thurman à ses débuts, en Vénus de Milo. Ah là 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 là, si ça peut hyper quelques-uns ici, je dis ça, je dis rien. Ah, en plus, il y avait un sourire complice de Gabriel, là, finalement. C'est ça, ah bah c'est ça. écoute, bah... Mais en fait, tu vas juste pas dormir, en fait, tu vois, c'est ça le... Du coup, bah carrément. Bah carrément. Bah ouais, carrément. Un geste de la main. Exactement. Les bières sont finies. Exactement. Bah, j'espère que vous avez bien apprécié cet épisode, comme nous, on a apprécié le réaliser. Bah, du ouais, coup, ouais, vous le ouais, proposez. Cool, hein, On parlait tranquillement comme ça. Des petites aventures qu'il a eues dans sa vie. Exactement. oui. Et des aventures qu'on a eues de manière analogique avec une co-ref bio. Exactement, voilà, qui s'est... Gabi s'en rappelle. Le pantalon de Gabriel s'en rappelle, tu vois. Le pantalon de Gabriel s'en rappelle. Ah, ça va, il n'y a plus trop de traces d'inquiétude. C'est bon, c'est bon. Voilà. Oui.
On est bien rincé là. J'avoue que là, on est quand même bien rincé, mais Ah oui, effectivement, là, on comme enchaîne, vous, on a comme, enchaîné. comme vous l'aurez les remarqué, refs, il y a une petite un peu la fatigue de fin de journée, finalement, après une grande après-midi, finalement, à l'enregistrer. En tout cas, nous, on a pris énormément de plaisir. Moi, en tout cas, on le redit encore. D'ailleurs, plaisir. je sais pas si comme vous comme nous, vous avez pris autant de plaisir à Exactement. écouter ce que nous, comme nous on en a ça pris va pour être le une faire. partie qui va être géniale à monter. Hein. Ah ouais, Moi, je le c'est sens. En tout cas, moi, j'aurais du plaisir à monter cet épisode. Est-ce que vous avez pris du plaisir à écouter ce podcast? Non, Je mettrai plein de oui derrière. Voilà, exactement. Tu sais, mais des styles, les clapements de mains comme ça, finalement, genre en mode redite, tu vois. Voilà, tac, 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 tac. Ouais. Voilà, je suis parti dans un délire un peu comme Non, mais ça. t'inquiète, je mettrai les Beatles quand ils arrivent. Hey, en road, Jude. En mode, ouais, Beatles Mania. Bref, on s'en fout. Bref, non. Je sais même pas comment finir ce Ouais, truc. c'est vrai. Ah, les fatigués de l'existence, quoi. Allez, bah ouais, un petit Ah oui, mot de c'est la vrai. fin. Non, je Voilà. conclurai simplement. Bah, nous, en tout cas, ça a été un plaisir de vous proposer ce podcast-là. Voilà. Non, mais vas-y, c'est. Là, justement, comment expliquer sans expliquer l'armée des 12 singes? C'est génial. Ah, du coup. On est encore sur la 12 singes, du coup, là Non! Non, Bah, vas-y, conclue. Bah allez, alors bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté. On se revoit une prochaine fois et que du love. Et surtout, surtout, le plus important, l'Abreuvoir, le podcast qui vous abreuve de culture.